Le son est bon, tout ça c'est cool, super. Bon, du coup, c'est bien de voir que vous utilisez bien cette partie-là. Je pourrais vous faire des petits sondages. Alors, si, première petite question pendant que vous êtes là, en attendant, qui parmi vous connaît ma chaîne YouTube et qui ne la connaît pas? Vous mettez oui si vous connaissez la chaîne YouTube Mon Petit Réflexe et non si vous ne la connaissez pas. Pour savoir un petit peu quelle proportion d'entre vous viennent de ma communauté, quelle proportion viennent d'autres communautés. Ok. Donc vous n'avez pas les retours. Moi, je vois les réponses. On est à, on va dire 70% de oui et 30% de non à peu près. Non, mais j'y vais, Sandrine. Ok, pas de souci. Non, mais il y a Yannick qui dit non, désolé, mais il n'y a pas de raison d'être désolé, au contraire. Euh, Très bien. Ok, donc ceux qui connaissent pas ma chaîne YouTube, c'est Mon Petit Réflexe. Je referai un brief. Du coup, ça me permet de savoir que ça peut être intéressant que je refasse une brève présentation de, de qui je suis, puis pourquoi je fais ce webinaire aussi aujourd'hui pour vous, quoi. Voilà. Jean-François, Brigitte, super, très bien. Ouais, c'est ça. Avec toutes les réponses, on est plutôt à 20% qui ne connaissent pas la chaîne et 80% qui connaissent la chaîne. Très bien, très bien, très bien. 18h01. Oh là là, suspense, ça monte, ça monte. Alors, il faut que je réfléchisse. Dans 20 secondes, on démarre, que je me souvienne comment ça marche. Je clique sur le bouton là et après, je serai en plein écran. Voilà, une petite gorgée, on se prépare. Et hello tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler photo de paysage. Ce webinaire est hébergé aujourd'hui par BenQ. Donc, merci beaucoup à BenQ d'avoir rendu ce webinaire possible. Et vous l'avez vu dans le titre, quand vous vous êtes inscrit, on va prendre l'histoire d'une photo de paysage que j'ai réalisée depuis le tout début, depuis le moment où on ne sait même pas encore qu'on va faire une photo, dans la préparation, comment on fait toute la structuration et préparation de la photo, la prise de vue, jusqu'au traitement final de la photo. Et je pense que ce sera l'occasion du coup de vous transmettre pas mal de choses intéressantes sur la façon dont je fais des photos, les outils que j'utilise. Vous allez prendre des notes, je pense que ça va être intéressant. Et puis surtout, il y aura plein de petits moments. Il y aura 4 moments normalement où on pourra faire des réponses aux questions. Si vous avez des questions, on les fera à ce moment-là, à la fin de chaque partie. Donc je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que selon un petit sondage que je viens de faire dans la partie questions, n'hésitez pas à participer dans la partie questions. Vous êtes à peu près 20% à pas me connaître, donc c'est l'occasion. Donc moi, je m'appelle Sylvain Lepoutre, je suis photographe de paysage depuis une petite paire d'années, mais pas si longtemps que ça. Je ne suis pas photographe de métier. J'aime bien me définir comme un photographe amateur, mais totalement passionné. C'est-à-dire que la photographie n'est pas mon métier à part entière, mais c'est une vraie grande passion. Et du coup, aujourd'hui, j'ai énormément travaillé la partie photo de paysage qui est mon grand dada. J'aime particulièrement tout ce qui est paysage de montagne, tout ce qui est paysage très sauvage. Et là, ces derniers temps, je vagabonde plutôt dans les Alpes, on va dire, dans la partie ouais, très montagnarde de France, vu que j'habite dans le coin. Mais pour la photo du jour, il faut savoir que j'ai habité avec ma femme et mes enfants, on a habité 3 ans à Los Angeles et donc on a été plusieurs fois dans les parcs nationaux et notamment dans ce fameux parc où on va aller euh, pour aller traiter cette photo. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et donc ceux qui ne me connaissent pas, en fait j'ai démarré une chaîne YouTube il y a bientôt 10 ans, je crois, à peu près, qui s'appelait Mon Petit Réflexe. Sur cette chaîne, la première vidéo, c'était j'ai mon boîtier dans son emballage et je disais, voilà, demain c'est mon anniversaire. J'ai jamais fait de photo avec un boîtier. Quand je vais voir des blogs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de chaînes YouTube, c'était tout début, on va dire. Je ne comprends pas le vocabulaire des gens, des photographes professionnels. Je ne pige pas tous les mots qui me disent ouverture, réglage, ISO et compagnie. Et donc, je disais, on va commencer simplement et on va apprendre ensemble. Et je pensais que ça aiderait quelques personnes. Et finalement, ça a plu à beaucoup de gens. Et donc, ça a démarré de là. Alors, évidemment, ma pratique a évolué. Et aujourd'hui, j'utilise le même jargon que je ne comprenais pas avant, malheureusement. Mais l'idée est toujours restée la même, c'est-à-dire de progresser ensemble en photo et pas de me poser comme un prof qui vous enseigne comment faire, mais plutôt comme une zone de partage où on échange sur nos pratiques. Et donc je partage ces derniers temps, notamment dans des sorties photos que je filme sur le terrain, où je filme mes compositions, etc. C'est ça que je partage sur mes chaînes YouTube essentiellement.
Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, c'est Mon Petit Réflexe sur YouTube. Et puis vous la retrouvez sur plein de réseaux après. Donc on va démarrer le programme du soir. Et donc je vais vous montrer la photo en question. On va commencer par là. Hop, je vais la mettre en plein écran de mon côté. Je vais partager l'écran. Et vous allez me dire, cette photo-là, qui d'entre vous parmi dans le chat là, est-ce que vous pourriez me dire comment vous définiriez l'endroit où se trouve cette photo? Est-ce que vous savez où c'est en fait? Dites-moi où c'est selon vous. Ça peut être aussi large que possible. Si vous avez aucune idée, vous pouvez me dire planète Terre. Et encore. Ou sinon, vous pouvez aller le plus précis possible, juste pour avoir une idée un petit peu de votre niveau on va dire de connaissance là-dessus. Vous dites, je ne vous vois pas. Ah si, vous voyez quand même. Je pense que si vous ne voyez pas, il faut regarder. Là, normalement, je dois être dans un petit coin de l'image. Il faut regarder un petit peu il doit y avoir un réglage quelque part pour régler la façon de voir l'écran. Alors, comme réponse, on a Arches National Park, Grand Canyon, USA, désert américain, Death Valley, Arches, aux USA, Monarch Park, Monument Valley, Colorado, Grand Canyon, les Bardenas, Arches, l'Arche est connue mais je ne connais pas le parc, États-Unis, Californie, Namibie, Arches National Park, un désert aux USA. Ok, ça marche. Donc je vois que vous avez quand même assez bien ciblé. C'est quand même une arche qui est assez emblématique, une arche de pierre comme ça. Mais par contre, personne ne m'a donné le nom de l'arche. Donc, c'est assez intéressant. Oui, dans le Vaucluse, il y a un coin comme ça aussi, qui s'appelle le Colorado provençal, je crois. Enfin, on est surnommé le Colorado provençal. Et donc, cette arche s'appelle Delicate Arch, c'est le symbole de l'Utah. On le retrouve sur toutes les plaques d'immatriculation quand on se balade dans l'Utah. Et donc, c'est une arche qui est effectivement située dans le parc national des Arches, Arches National Park, aux États-Unis, dans l'Utah. Donc, à côté du Colorado, mais c'est le même plateau, on va dire. Voilà, donc je vais vous faire un petit peu le menu de ce soir. Donc au menu de ce soir, on va faire la première partie sur tout ce qui est repérage et ce que j'appelle le timing. Donc là, cette photo a été prise pendant un road trip qu'on a fait en famille. Mais ça peut être très bien vous qui organisez un voyage et qui voulez savoir, pour aller photographier un élément précis, à quel moment exactement aller le photographier. Et donc ça, c'est ce que j'appelle le timing, c'est comment vous allez déterminer le jour et l'heure exacte idéaux pour aller faire la photo que vous avez envie de faire. Dans certains cas, vous ne pouvez pas le déterminer à l'avance parce que vous avez juste envie d'avoir, par exemple, un beau coucher de soleil et une belle lumière et des beaux nuages, et ça, on ne peut pas le déterminer 6 mois à l'avance. Mais dans d'autres cas, si vous voulez, par exemple, que la Voie lactée passe à travers l'Arche, il y a peut-être qu'une seule fois dans l'année où ça se produit, ou 2 fois dans l'année où ça se produit. Donc, comment on identifie ces moments-là? Comment on s'assure qu'on ne se trompe pas de 2 jours et que finalement, quand on arrive sur place, la Voie lactée elle est un peu décalée et pas exactement à l'endroit où on veut. Voilà, donc ces outils-là, on va les regarder ensemble. Et la partie repérage, c'est comment on détermine, avant de partir en voyage aux États-Unis ou ailleurs, quels sont les endroits où on va passer du temps pour faire des photos, là où il y a du potentiel, et quels sont les endroits où on va au contraire se dire, bah tiens, on passera, ce sera sympa à regarder, mais on ne va pas y dédier 1 heure ou 2 de notre emploi du temps. La deuxième partie, ce sera sur la préparation, c'est-à-dire quand on est sur place, qu'est-ce qu'on fait la veille ou l'avant-veille avant d'aller se rendre sur le spot pour prendre la photo. Il y a des spots qui sont très facilement accessibles, il y a des spots où on peut se rendre 3, 4, 5 fois, une fois le matin, une fois le soir, etc. Et on gare la voiture, on est juste à côté. Moi, les spots qui m'intéressent le plus, c'est plutôt des spots où il faut marcher, parfois il faut dormir sur place. Et dans ces cas-là, en général, on n'a qu'une seule opportunité d'être sur place. En tout cas, qu'une seule opportunité photo, éventuellement 2 si on dort sur place, mais on a le soleil de 2 côtés différents du coup. Une le soir et une le matin. Donc on va regarder la partie préparation, là aussi il y a quelques outils. Après on va regarder la prise de vue. Donc là je vous raconterai un petit peu comment je suis arrivé à faire cette prise de vue là au final, alors que c'est pas du tout une vue classique de Delicate Arch. Et enfin on fera la partie tri des photos et retouches. Comment on retouche cette photo, parce que là vous vous doutez qu'elle est un petit peu retouchée, elle n'était pas sortie comme ça de l'appareil photo. Voilà, donc on va démarrer par la première partie. Hop là, je vais partager mon écran. Il est déjà partagé. Mais on va se mettre sur... Tac. Alors là, vous êtes sur ma tête, vous n'êtes pas sur l'écran. Une seconde. Je vais vous donner un petit peu mes outils. Voilà. Normalement, vous voyez une belle présentation avec un écran noir. C'est fait exprès. Donc, est-ce que vous pouvez juste me confirmer, est-ce que vous voyez l'écran et est-ce que vous me voyez aussi dans un petit coin en plus? Juste pour être certain que je ne vous fasse pas des signes ou que je ne vous montre pas des trucs alors qu'en fait, vous ne les voyez pas. Oui, ok, super. Merci beaucoup.
Donc là, en fait, c'est juste pour pouvoir taper des trucs, pour vous montrer, vous mettre les noms un peu des outils que j'utilise. Comme ça, vous pourrez les noter. Donc première chose qu'il faut faire, c'est trouver un lieu à visiter. Alors, pourquoi répertorier des lieux où qu'on va visiter? Bah, tout simplement parce que là, on se met dans un cadre où on ne va pas faire un voyage que pour la photo. Je ne sais pas vous, mais je sais que moi, 90 du temps, quand je vais faire des photos, je suis pas tout seul. On est en voyage, en famille, avec des amis ou quelque chose comme ça et bah, c'est pas toujours facile d'adapter ces voyages photos et moi, si demain je dis à ma femme et mes enfants: «Bah, écoutez, venez, on va aller, passer, 4 jours, au fin fond de je sais pas, de n'importe quelle île, écossaise parce qu'il y a un spot photo de dingue et pendant 4 jours, on va camper juste à côté de ce spot pour être sûr d'avoir un maximum d'opportunités de faire la belle photo», et ils vont me regarder un peu bizarrement. Donc, j'aime bien mettre cette partie-là dans ce webinaire parce que ça permet d'expliquer qu'on n'est pas tout seul, il y a aussi d'autres personnes à prendre en compte en général quand on organise un voyage. Et donc, ça commence souvent par trouver un lieu à visiter, c'est-à-dire un lieu qui peut être intéressant aussi pour des non-photographes. Donc, pour ça, vous avez plein d'options. L'option numéro 1, alors finalement, je ne vais pas partager l'écran tout de suite, mais l'option numéro 1 que vous avez, c'est d'avoir des guides. Ok, ça tout le monde connaît, hein, les routards et compagnie, vous achetez un guide. Et pourquoi moi j'aime bien commencer par là, c'est que souvent dans les guides, on va avoir les points, on va dire les points les plus connus ou les qui valent le détour. On a rarement des surprises incroyables dans ces guides. En général, c'est des endroits où tout le monde se rend. Mais si vous allez dans un pays que vous connaissez peu, bah souvent c'est une bonne base de départ pour être sûr de ne pas oublier un truc. Moi, ce serait quand même dommage, par exemple, d'aller, j'en sais rien, au Guatemala et de ne pas savoir que vous pouvez aller à Tikal, qui est une cité incroyable avec des super opportunités photos, entre autres. Mais voilà, ne pas manquer un truc extraordinaire. Donc, ça commence souvent par là. Ensuite, une autre possibilité, c'est d'aller voir des agences de voyage sur Internet. Vous allez voir un petit peu les circuits qui sont proposés et vous pouvez noter bah, dans leur circuit exactement de la même manière. En général, c'est tous les endroits les plus connus. Donc, si on parle des grands parcs de l'Ouest américain, par exemple, si vous voulez aller passer 2 ou 3 semaines là-bas, bah, vous allez retrouver Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Arches, Canyonlands, Monument Valley. Enfin voilà, vous les avez cités déjà en partie tout à l'heure dans le chat. Voilà, ça permet en tout cas de explorer un petit peu toutes ces possibilités-là, même si c'est pas forcément là qu'il y aura les meilleures opportunités photo, encore une fois. Et puis ensuite, quelque chose que moi j'aime beaucoup faire, c'est d'aller voir sur les forums et les blogs. Et c'est là où je commence à creuser un petit peu plus loin. Alors, je vais vous montrer sur l'écran. Un forum que j'utilise depuis très longtemps, qui s'appelle Voyage Forum. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Voyage Forum, mais pour moi, c'est de loin le plus complet quand on veut commencer à explorer certaines zones. Alors, il y a une petite polémique sur le propriétaire du forum, voilà, mais je vais volontairement passer ça sous silence parce que la majorité des membres n'est pas associée au propriétaire, donc on va pas. Voilà, le forum reste un truc incroyable, c'est un super endroit. Et donc, on a deux façons en gros d'utiliser ce forum, en tout cas qui moi me plaisent bien. La première, c'est ici. Vous êtes dans la zone avec les différentes. Je vais peut-être grossir un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, vous êtes dans la zone avec les différentes zones géographiques et je vais aller par exemple sur Amérique du Nord, États-Unis. Ok. Et quand je vais aller là-dedans, bah, vous êtes dans un forum traditionnel avec bah, plein de questions, des gens qui posent des questions ou qui proposent des idées de road trip, etc. Donc déjà, quand je vois road trip côte ouest USA, bah, ça peut être intéressant de cliquer dessus juste pour voir là où les gens vont aller. Voilà, c'est une zone où en fait on va retrouver pas mal de touristes qui organisent leurs voyages, mais c'est les gens qui les organisent eux-mêmes. Et les postes que je trouve les plus intéressants en général, c'est ceux qui retournent aux États-Unis pour la troisième, quatrième ou cinquième fois. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vu tout ce qu'on avait dans le guide là, c'est bon, ils ont coché un peu ces cases, ils sont allés les voir. Et maintenant, ils s'intéressent un peu à qu'est-ce qu'ils peuvent aller voir d'autres en dehors des parcs ou dans des endroits un petit peu moins connus. Et souvent, ça c'est intéressant. Et l'autre chose qui est assez intéressante, alors si je prends par exemple, n'importe laquelle, hein, je ne sais même pas du tout si ça va être pertinent, mais c'est pas très grave, road trip côte ouest USA. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on va se retrouver avec beaucoup de gens qui répondent aux messages. Et les personnes qui répondent aux messages, souvent, sont des personnes qui connaissent très bien l'endroit parce qu'ils y sont allés déjà beaucoup. Sur des destinations comme l'ouest des USA, des fois, on a des gens qui ont fait 15 ou 20 voyages là-bas. Donc, ils connaissent extrêmement bien. Et très souvent, eh ben, on a leur blog en dessous. Donc, on peut se dire, on a 4 fois en camping-car dans les parcs des USA. Donc, bah, tiens, je pourrais aller voir leur blog et dire, tiens, bah, quand ils y sont allés en 2013, je vais ouvrir leur blog et puis je vais avoir des photos et puis surtout des endroits où ils sont allés. Donc ça, c'est un très bon moyen de découvrir des petits sites, des petits blogs qu'on ne trouverait pas autrement. Et ma dernière source, alors attendez, sur Voyage Forum, l'autre façon de se balader, c'est d'aller voir les carnets de voyage.
Et là, plutôt que de trouver des endroits qui peuvent être potentiellement intéressants, on peut aussi trouver des photos, des opportunités photos intéressantes. Donc, pareil, on va prendre, je ne sais pas s'il y en a dans les parcs USA. Après, on peut aussi, il y a une fonctionnalité de recherche, hein, de toute façon. Mais bon, bref, vous comprenez le principe d'un carnet de voyage. On clique dessus, on peut voir un peu leurs impressions. Tiens, tel endroit, je pensais que ce serait super, mais en fait, il y avait un monde de fou, c'était pas agréable. Ou à l'inverse, ça, c'est une petite pépite, on est tombé dessus par hasard. Et hop, je prends des notes. Donc ça, c'est super intéressant. Et dans le même esprit, du coup, une fois qu'on tombe sur les blogs, on a aussi des choses très intéressantes. Moi, ce blog-là, par exemple, j'aime particulièrement. Alors, je vais vous le donner. Vous tapez Cybelle Laterre. Et je vous ai pas mis le premier. Je vais vous mettre le premier quand même. Ah, attendez, on va faire ça. Donc, le site, c'est Voyage Forum et c'est .com derrière. OK. Et Cybelle Laterre, je l'ai découvert pareil en me baladant sur Voyage Forum. Et Cybelle Laterre, c'est une famille qui se balade, qui fait plein de voyages à travers le monde. Et ce que j'aime particulièrement chez eux, c'est qu'ils détestent aller dans les endroits touristiques. Plus ils sont seuls, plus ça leur plaît. Et ça les a pas empêchés d'aller dans des parcs nationaux. Donc par exemple, si je prends, j'en sais rien, Back to the West USA 2009 et que je clique là-dessus, eh ben, je vois que quand on regarde un petit peu tous les endroits où ils sont allés dans l'ouest des USA, il y a beaucoup d'endroits ou de noms qu'on ne connaît pas. Five Hole Arch, Muley Point, Wawep Udus, etc. Et ça permet de découvrir des super trucs. Je vous montre un exemple, Admire's Secret. C'est un endroit qui est dans l'ouest des USA, qui est dans l'Utah, au milieu de, enfin, un endroit où il y a plein de parcs nationaux. Et c'est un endroit qui est absolument magnifique, où il y a quasiment personne qui va, parce que bah, c'est pas le truc le plus beau, incroyable, mais pour les photographes, quand on voit un peu toutes les photos que je vous partage là, vous devinez assez vite le potentiel photo qu'il peut y avoir dans un endroit comme ça. Donc, vous voyez, on peut faire des super découvertes comme ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup sur ces blogs, c'est justement ça. C'est le côté, bah, ce qui fait un bon paysage de photo n'est pas forcément un beau paysage de touriste. Et c'est ça tout l'intérêt d'aller sur ces sites-là. C'est que parfois, bah, il y a des beaux paysages de touristes, mais à prendre en photo, c'est galère ou alors ce sera pas beau, ou ça rendra rien. Et il y a des paysages comme celui-là où bah, y aller en tant que touriste, on va se dire, bah, c'est joli, mais marcher 3-4 heures là-dedans, bah, c'est toujours un peu pareil finalement une fois qu'on y est, même si c'est très beau. Mais quand je vois par exemple une ligne de crête comme celle-là qui amène vers toutes ces boursouflures, je me dis, mais on vient là avec un ciel d'orage, c'est splendide. Là aussi, ici, quand on a de la verdure devant, enfin voilà, on voit le potentiel photo, on voit qu'il y a des lignes partout. Là, ils sont en plein milieu de journée, mais imaginez si on vient le soir, quand on a des ombres qui commencent à se projeter. Voilà, il y a un potentiel de malade dans cette zone-là. Et ça, on les découvre en se baladant sur les blogs en particulier. Donc ça commence par là. Ensuite, alors après, il y a encore une autre possibilité, mais celle-là, c'est pas le cas partout. Mais il se trouve que par exemple, pour les parcs des États-Unis, du sud-ouest des États-Unis, il y a un Français qui a fait des guides photos. Et là, c'est absolument incroyable. Je vous les conseille la série Photographing the Southwest, où là, il y a bah, exactement les spots incroyables où aller, et notamment en dehors des parcs. Je crois il doit y avoir une meilleure secret dedans, avec les bons horaires, les bonnes périodes de l'année, etc. Donc il a fait tout le boulot à votre place, mais c'est un peu prémâché, c'est moins drôle, quoi. Donc voilà, Voyage Forum, les blogs. Ensuite, une fois qu'on est allé sur le blog et qu'on a découvert, bah tiens, Admire's Secret, ça a l'air bien. Je vais pas le faire avec Delicate Arch parce que c'est très connu, mais après on passera sur Delicate Arch. On peut se dire Admire's Secret, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel. Donc là, on va aller taper dans Google Admire's Secret, et puis on voit un petit peu tout ce qui sort. Et on se dit, ok, il y a du potentiel. Est-ce que ça vaut le coup quand même d'aller marcher 4 heures dans le cagnard pour arriver à cet endroit-là? Bah, quand je vois une photo par exemple comme celle-là, alors je sais pas si hein, là il va peut-être, voilà, là clairement il y a quelqu'un qui gère un petit peu la photo, je pense qu'elle est là. Quand on voit des photos un peu comme ça, on se dit ouais, là il y a du potentiel parce que là on a une couleur blanche avec une espèce de boursouflure, puis derrière c'est tout découpé en orange. Il y a vraiment un découpage entre le premier plan, le plan moyen et l'arrière-plan. Il y a du vrai potentiel photo. Mais avec des nuages, c'est intéressant. Donc je prends des notes comme ça. Je me dis avec des nuages, c'est intéressant. Sans nuages, peut-être moins. Quand je vois des photos sans nuages, je me dis ça manque peut-être de quelque chose. Voilà, on commence à mûrir un petit peu l'idée. Et ensuite, une fois qu'on a vu ça, bah, pour essayer de confirmer le potentiel photographique, en général, ce que je fais, c'est que je vais sur Google Earth. Alors, je vous recommande plutôt d'utiliser la version logicielle à télécharger plutôt que la version online. La version online est très bien et elle s'améliore de mois en mois, mais il manque encore pas mal de choses que je trouve plus intéressantes dans la version à télécharger. Donc là, c'est la version téléchargée, Google Earth Pro, c'est gratuit, hein.
Et donc, on va retourner à notre arche pour le coup. Et donc, j'arrive là dans Arches National Park, ok, et Delicate Arch se trouve ici, dans le coin nord-est, on va dire, du parc. Ok. Donc, ça permet plusieurs choses, mais déjà, je vois qu'il y a une marge d'approche pour y aller. Ok, je pourrais estimer si ça prend du temps ou pas. Mais là, je suis là pour estimer le potentiel photo. Donc, si je m'approche un petit peu, là, en plus, on a de la chance, comme on est aux États-Unis, tout est bien cartographié, on a tout en 3D. On voit que l'arche est là. Hop, je zoome un peu pour que vous puissiez bien voir. On la voit bien ici, l'arche, d'accord? Et on peut commencer à se faire une idée du genre de composition qu'on pourrait trouver. Alors, encore une fois, Delicate Arch, c'est un peu facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont prise en photo, mais si vous allez chercher Delicate Arch sur YouTube, sur Google, vous verrez que tout le monde la prend du même endroit, c'est-à-dire d'ici, là. Pourquoi? Parce que c'est le bout du chemin et qu'à cet endroit-là, on la voit vraiment bien, elle est toute seule, on va dire, c'est un peu la star du show à cet endroit-là, mais c'est pas très original. Et pourtant, autour, c'est quand même joli. Il y a cette espèce de grande cuvette, il y a toutes ces lignes, il y a ces trous dans la roche. Là en bas, il y a des petites plantes. Il y a vraiment du potentiel pour faire pas mal de choses intéressantes en fait à cet endroit-là. Mais on voit que la plupart des photos sont prises à cet endroit-là. Donc voilà, moi souvent j'utilise Google pour voir s'il y a du potentiel. La chose que j'aime bien regarder par exemple, c'est est-ce qu'on peut avoir l'arche qui se détache de l'arrière-plan. Donc par exemple avec le ciel qui passe dans l'arche. Donc pour ça, il faut réussir à se baisser un petit peu. C'est pas toujours facile. Est-ce que j'arrive à me baisser suffisamment? Je vais peut-être pas y arriver en fait. Je me rapproche. Là, on n'est pas très loin. Voilà. Vous voyez là, si je me mets à peu près au niveau du sol, je vois qu'on voit un petit peu le ciel. Alors, c'est pas hyper précis hein, sur Google Earth cette partie-là. Donc, je vous recommande quand même toujours d'aller voir des photos d'autres gens. Mais si vous tapez Delicate Arch, vous allez voir qu'on voit bien à travers. Et pour donner un petit peu une idée, Delicate Arch, j'y suis allé, on y allait plusieurs fois. La première fois qu'on y allait, c'était en 2011. Attendez, je vais vous montrer. On revient au début. Voilà, ça c'était en 2011, la première fois qu'on y est allé, quand on arrivait tout juste aux États-Unis. À ce moment-là, je ne faisais pas de photos. Alors, on avait un petit compact. Et j'ai fait la photo que tout le monde fait en fait. Je me suis mis au même endroit que tout le monde. Je prends l'arche parce que c'est elle la star du show. Et puis voilà, il y avait un touriste en dessous. Et donc voilà le genre de photo que la plupart des gens font. C'est très joli, ça fait une belle fenêtre, on voit la montagne, etc. Mais ça manque un peu d'originalité et ça manque un peu de premier plan en particulier. Et donc, vous voyez, la série de photos que j'ai faite en 2011, c'était toutes prises du même endroit, avec des niveaux de zoom un peu différents, mais prises du même endroit. Donc, on verra après ce qui s'est passé la deuxième fois, enfin, la fois où j'ai photographié tout ça en 2016. Ok, donc on est passé sur Google Earth, on a validé qu'il y avait du potentiel pour notre photo. Donc maintenant, on se dit, ok, je vais passer un peu plus de temps maintenant sur ce lieu-là. Donc, je vais essayer d'estimer déjà la durée de la randonnée. Est-ce que c'est difficile d'accès ou pas? Est-ce qu'il faut dormir sur place? Parce que s'il y a du potentiel photo, un faible potentiel photo, mais qu'il suffit de garer la voiture au bord de la route, de prendre la photo et on peut repartir vers une autre étape, même si le potentiel photo est limité, je vais la faire quand même, je vais le tenter. Par contre, s'il faut marcher pendant 5 heures, dormir sur place pour pouvoir faire une photo, je ne vais le faire que s'il y a un vrai gros potentiel photo en fait en réalité. Donc c'est pour ça que c'est important d'estimer aussi la difficulté d'accès, est-ce qu'il faut dormir sur place, etc. Donc là, il y a le petit chemin de randonnée qui passe là. C'est une randonnée qui est un petit peu physique, mais pas très difficile non plus, qui fait, je crois, 3 km avec 150 mètres de dénivelé. Alors, il peut faire très chaud, mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas difficile. Et puis, c'est une randonnée qui est décrite aussi sur le site des parcs nationaux. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Deuxième chose que j'aime voir, c'est que, OK, je peux y accéder. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs points de vue? Encore une fois, toujours dans l'idée de ne pas gaspiller son temps sur place. Pourquoi j'essaie d'avoir plusieurs points de vue, c'est que souvent on va partir avec une idée en tête. On va se dire, oh, j'ai vu cette photo de Delicate Arch qui était magnifique, par exemple avec le soleil qui se couche au milieu de l'arche. Imagine, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est possible, je n'ai même pas regardé, mais avec le soleil qui se couche au milieu de l'arche, j'ai envie de refaire cette photo-là. Eh bien, vous ne pouvez pas à l'avance prédire que ce jour-là, il n'y aura pas de nuages à l'horizon. Et s'il y a des nuages à l'horizon et que la photo que vous vouliez faire n'est pas possible, vous n'allez pas juste remballer et repartir. Donc, il faut regarder dès maintenant s'il y a le potentiel pour avoir plusieurs points de vue pour faire cette photo. Donc là, il y a par exemple, quand on se balade ici, on va se dire, ok, j'ai le point de vue de tout le monde, là, ici, je me mets au milieu, je me mets là et je prends ma photo telle que vous l'avez vue. Ok. Mais si j'avance un petit peu par là, alors là, je vais peut-être être sur la photo de certaines personnes, mais là, ça peut avoir un intérêt d'y être à un moment où il n'y a pas grand monde. Hop, je vais essayer de bien me caler. Ah, je suis passé derrière le mur. On va se rapprocher un peu. Est-ce qu'il y a du potentiel photo aussi par ici, comme ça? Là, il y a un truc qui peut être pas mal.
C'est un autre angle, on a moins l'habitude, mais on a une petite ligne de crête qui est en train de se dessiner. Hop là, pardon. Vous voyez là? Voilà. Hop. Si je me mets là, devant, là, ah là, zut. Des fois, Google Earth, il nous embête. Voilà, on va le faire de loin comme ça. Si je me mets ici, là, au niveau du rocher, et bien en fait, j'ai des lignes naturellement qui se dessinent et qui m'emmènent vers l'arche. Ça peut faire un premier plan intéressant. Et je pourrais même me mettre carrément sur le côté pour pas déranger les gens qui veulent photographier juste l'arche. Donc il y a sûrement du potentiel photo à cet endroit-là. Peut-être même que ces rochers ici sont photographiquement assez intéressants à mettre au premier plan. Donc voilà, il y en a une possibilité. Ok. Est-ce que je peux aller de l'autre côté là-bas? Ici. On va voir, on va aller voir. Si je me mets ici. Alors, si je me mets là, c'est intéressant, on a cette espèce de grand cirque, mais par contre, je suis complètement dans l'axe de l'arche et on va pas pouvoir la reconnaître. C'est un peu dommage. Moi, j'ai tendance à dire, c'est pas forcément un bon spot à cet endroit-là. Si on va plutôt en bas ici, dans le bas du cirque, là, on la reconnaît, on la voit l'arche. Et on voit même que d'ailleurs, quand le soleil se couche, ou se lève, je ne sais pas à quelle heure on est là, on peut avoir une lumière qui se reflète d'un certain côté de l'arche et pas de l'autre côté. Donc ça peut être super intéressant. Donc bref, tout ça pour dire, j'ai validé qu'à cet endroit-là, il y avait possibilité de faire au moins 3 ou 4 compositions différentes sur l'arche, et peut-être même qu'autour, il y a des choses à faire, j'ai même pas regardé, mais encore une fois, si tout le monde vient ici et est en train de photographier l'arche, bah peut-être qu'à ce moment-là, vous avez une super photo à faire de l'autre côté, mais que personne ne l'a regardé. Personne n'a vu le potentiel. Regardez, il y a des montagnes super intéressantes, très jolies, il y a des couleurs de roches différentes, il y a peut-être des choses super intéressantes à photographier aussi de l'autre côté finalement. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, le spot est valide parce qu'on a plusieurs possibilités de photographier. Et en plus, dans différentes conditions météorologiques, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. C'est pas un spot où j'ai absolument besoin d'avoir le soleil dans le petit coin. Il y a une autre arche dans le parc de Canyonlands qui est très connue où il y a plein de photographes qui vont lever de soleil parce que on est du côté ombre et en fait, quand le soleil se lève, ça éclaire l'arche par en dessous. J'ai pas le nom en tête là maintenant, mais cette arche-là, si vous y allez un jour où il y a des nuages le matin, il n'y a vraiment pas de photo à faire. C'est vraiment nul quelque part cet endroit-là. Donc c'est un spot moins intéressant, en tout cas on peut moins facilement s'assurer d'avoir une chouette photo à la fin. Donc voilà, dans toutes les conditions, on a un truc qui est assez intéressant. Et puis la dernière chose, c'est d'essayer d'anticiper les problèmes possibles. Est-ce qu'on est à un endroit où il peut y avoir beaucoup de touristes? Oui, clairement, il peut y avoir beaucoup de touristes. Si vous regardez toutes les photos, là, pareil, il y a plein de gens qui postent des photos sur Google Earth, ça permet de se faire une idée. Vous voyez qu'il y a souvent des gens qui vont se mettre sous l'arche. C'est un peu classique. Les gens disent, ah tiens, tu peux te mettre sous l'arche pendant que je photographie, etc. C'est un peu cheesy, mais bon, les gens aiment bien ça. Donc vous avez quand même de bonnes chances qu'il y ait des gens sous l'arche. Si c'est un problème pour vous, que vous ne savez pas les retirer ensuite sous Photoshop ou un truc comme ça, les personnes qui peuvent être sous l'arche, ça peut être un problème. Vous pouvez vous dire finalement, ça vaut peut-être pas trop le coup de dédier 2 ou 3 heures de mon temps à aller faire cette photo-là si je repars avec une photo qui ne me plaît pas. Donc les touristes peuvent être un problème. Ou alors vous vous arrangez pour y aller à une période où il y a moins de touristes. La fermeture du parc, la réglementation dans le parc. Parce que par exemple, je vous dis, tiens, on pourrait s'amuser à aller là, aller ici en bas faire des photos. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller faire des photos à cet endroit-là? On est dans un parc national, il y a des règles. Et donc là, pareil, ben on va les vérifier à l'avance. Donc on va les voir sur le parc sur la réglementation des parcs nationaux. Vous avez des sites aux États-Unis et vous avez toutes les régulations ici, toutes les règles à respecter. Et il n'y a pas de règles sur la marche hors sentier. Plus exactement, il y en a une quand on va sur, je ne sais plus, il y avait un endroit où ils parlent de justement la randonnée dans le parc, et ils disent en fait qu'on peut randonner dans le parc à partir du moment où on reste sur les sentiers, sur les rochers ou sur le sable, mais pas sur les plantes, on ne va pas évidemment aller dans les buissons, etc. Donc, est-ce qu'on est dans ces cas-là? Eh ben, on vérifie, encore une fois. Si je veux aller à cet endroit-là, je sors du sentier, parce que le sentier, si je vous le refais un petit peu, alors, hop, 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 voilà, il passe là, c'est la partie grise là en bas, là il y a tout plein de petites photos, et il passe derrière le rocher là, le sentier, d'accord? Et moi je veux aller là en bas. Et en fait, si je veux aller en bas, eh ben, je vois que depuis mon sentier ici, en plus tout est en 3D, c'est très pratique, je vois que depuis mon sentier, il me suffit de grimper là, dans le rocher, je grimpe, je vais là, je suis toujours sur des rochers rouges, j'arrive là, ici je descends, la pente n'est pas trop forte, là-bas je ne descendrai pas, mais ici je peux descendre, et je peux me retrouver en bas, sans problème. Je ne suis pas sur la photo des gens, donc c'est tout à fait possible d'y aller, et j'ai le droit d'y aller, surtout. Bien vérifier cet aspect-là. Pareil, si vous dites je veux y aller et photographier en drone, vérifiez bien, vous n'avez pas le droit de faire voler un drone dans les parcs nationaux américains, donc allez pas dédier 3 heures de votre temps à aller faire un truc illégal, quoi. Donc voilà,
Google Earth et le site officiel. Et puis la dernière chose, c'est d'aller trouver la bonne date. Quelle date vous allez choisir pour aller sur place, si jamais c'est une option pour vous. Si c'est pas une option, bah tant pis. Mais si c'est une option, ça peut être très intéressant. Par exemple, il y a dans la vallée de la mort un endroit où j'avais absolument envie d'aller photographier. C'est un endroit où il faut faire 3 heures de voiture. On est à 3 heures de voiture de la première maison. Donc on est vraiment isolé de tout et je voulais y aller de nuit sous la pleine lune. Donc évidemment, dans ce cas-là, si vous faites un voyage de 3 semaines, bah, vous allez avoir qu'une seule opportunité de pleine lune à cet endroit-là. Donc il faut bien organiser tout votre voyage pour pouvoir avoir la pleine lune à cet endroit-là. Donc pour ça, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est le site Time and Date. Alors il y en a plein d'autres qui font ça. Mais l'avantage de ce site-là, c'est que ça vous permet d'avoir des moyennes de température et de précipitations sur les différents mois. Donc là, bon, c'est assez évident vu qu'on est dans l'ouest des États-Unis. Il fait chaud en été. Par contre, il faut savoir que dans l'ouest des États-Unis, il fait chaud jusqu'en octobre. Donc là, par exemple, si je me dis que je vais y aller en septembre, je vois qu'il fait 30 la journée. Donc c'est assez chaud. Donc je sais à peu près comment il va falloir que je me prépare. Je sais qu'il y a un peu de précipitation, mais pas forcément pas plus ou pas moins que d'autres fois. Je pourrais éventuellement m'amuser à aller voir si ces précipitations, c'est plutôt des orages ou si c'est plutôt un plafond nuageux habituellement. Ça aussi, on peut faire une recherche par date sur des photos. Si vous allez sur Flickr, par exemple, vous pouvez voir les dates de prise de vue des photos. Ça vous permet de retrouver, vous allez taper les photos de Archies sur Flickr et vous allez voir les photos qui ont été prises au mois de septembre pour voir un peu le type de météo qu'on peut s'attendre à avoir. C'est toujours des éléments en plus, mais qui permettent de déterminer tout ça. Et si je veux déterminer exactement le bon jour, notamment par exemple, si j'ai envie de faire une photo avec la Voie lactée, par exemple, qui passe juste au-dessus de l'Arche, et bien là, vous allez avoir besoin d'utiliser des trucs un petit peu plus complexes, mais c'est des outils. Alors attendez, je vais quand même vous donner time and date. Hop là, on va le noter, on va le renoter là, comme ça je vous les rajoute. Time and date. Je crois que ça marche dans le monde entier, ça. Donc c'est assez pratique. Mais encore une fois, il y a d'autres sites qui font ça. Mais par contre, c'est en anglais. Donc moi, j'ai une application qui s'appelle Photopills. Alors Photopills, ça se présente comme ça. D'accord, vous avez plein de petits trucs dessus. Et le truc le plus intéressant, c'est le planificateur. Alors pareil, je vais vous le noter, Photopills. Vous avez aussi The Photographer's Ephemeris dans le même genre. Donc appelé pas Photopills, Photopills. Donc c'est TPE pour les intimes, qui fait un peu la même chose. Moi j'aime bien Photopills. C'est payant par contre cette appli-là. Hop. Et donc dans Photopills, ce qu'on va faire, je vais aller me balader, je vais aller mettre aux États-Unis quand même, comme ça. Hop là. On se met à l'endroit où on veut. Je fais vraiment très vite fait pour vous montrer juste le principe. Donc là, je suis en train de zoomer aux États-Unis, d'accord? Ça se met au point. Ouais, très bien. Donc j'ai zoomé aux États-Unis, un peu n'importe où, mais c'est pas très grave. Non, ça fait pas la mise au point là. Voilà. J'espère que vous voyez à peu près. De toute façon, le principal, c'est que vous compreniez le principe. Et vous avez ensuite en bas une date, donc vous pouvez choisir la date de votre voyage, et puis vous allez pouvoir bouger ici la timeline, d'accord? Qui va vous dire quand c'est le jour et quand c'est la nuit. OK? Et la petite ligne jaune va représenter la course du soleil pendant la journée, d'accord? Et donc vous allez savoir exactement à quelle heure le soleil se lève, à quelle heure le soleil se couche, etc. Et surtout, vous allez avoir la direction. Donc moi, si je me mettais sur l'arche, je peux mettre mon épingle exactement, je vais vous montrer sur Google Earth, hop, on va retourner dessus. Hop, de toute façon, vous n'aviez pas l'écran, donc vous ne voyez pas quand je vous avais mis Photopills. Donc sur Photopills, je peux par exemple mettre mon épingle pile ici, si je veux faire la photo, donc là en bas, hein, ici au milieu, à l'endroit où tout le monde fait sa photo, par exemple, et voir exactement dans quelle direction le soleil se couchera tel jour. Parce que là, par exemple, si je me remets au nord, je vois que l'arche, elle est plutôt sud-est, elle est à peu près sud-est par rapport à l'endroit où je vais être. Mais à peu près sud-est, c'est pas suffisamment précis pour savoir si on peut avoir le soleil qui se couche dedans un jour. D'accord? D'ailleurs, coucher au sud-est, si peut-être possible en hiver, faudrait voir. Donc pour ça, il vaut mieux être hyper précis. Et ça, c'est hyper précis parce que vous allez avoir la ligne qui passe, vous pouvez zoomer très 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 fort et mettre votre épingle pile à l'endroit où vous allez prendre la photo et voir l'arche sur la carte, satellite et voir exactement si la course du soleil passe dans l'arche. Voilà. Alors il faut prendre aussi un autre détail en compte, c'est que là-bas il y a des montagnes et que le soleil passera au-dessus des montagnes un petit peu plus tôt que le coucher du soleil.
Donc, il faut regarder exactement ça. Mais voilà, en gros, on arrive à se débrouiller. Et quand on apprend un petit peu à gérer ce type de logiciel, on peut savoir exactement où va se positionner le Soleil, ou la Voie lactée, ou la Lune, à telle heure, tel jour, à telle saison de l'année. Et ça, c'est hyper puissant pour pouvoir planifier ce genre de photos, de shooting photo un petit peu plus complexe. Et si c'est des photos de nuit que vous faites, alors là, vous avez Stellarium, qui est... Alors, attendez, hop, je le remets. Stellarium, qui est gratuit. Le seul truc payant dont je vous ai parlé, c'est Photopills. Normalement, il n'y a rien d'autre de payant après. Et Stellarium est gratuit, vous l'avez en version logicielle, mais vous l'avez aussi en version online. Et là, en fait, ça va vous permettre de voir exactement, notamment pour la nuit. Attendez, je vais bouger ça. Alors, voilà, je fais bouger un petit peu naturellement. Vous allez voir exactement où se situe la Voie lactée, où se situent les constellations, où se situent les planètes, etc. Vous pouvez voir aussi exactement où le Soleil va se lever, où il va se coucher, etc. Et donc là, vous allez configurer, voilà, je suis à New York, mais je peux très bien configurer Arches. Il n'y a pas besoin d'être précis comme Delicate Arch, on va dire. Hein. Arches, Grand Est dans la France, non, c'est pas ça. Arches National Park, peut-être. Alors pourquoi il ne me le met pas? Alors, si je mets Delicate Arch, peut-être. Delicate Arch, voilà. Donc là, il m'a mis exactement au bon endroit. Donc je peux faire utiliser cette localisation. Et donc ici, je peux savoir par exemple que si on dit qu'on y va au mois de septembre, donc je vais me mettre au mois de septembre, on y va le 20 septembre par exemple, et bien je peux voir que le 20 septembre, le soleil, il était où? Il était par là. Là, le soleil se couche. Je peux voir que le soleil se couche vraiment plein ouest. Vous voyez, il y a l'ouest là, le W. Le soleil se couche pile là. Si les arbres m'embêtent, je peux les enlever. Alors attendez, c'est là. Hop, là je les enlève. Donc je peux bien voir comme ça exactement où ça se couche. Et donc je peux voir qu'il se couche, allez, un tout petit peu au sud en fait du plein ouest. Donc là nous on était sud-ouest, donc peut-être que j'aille au mois de décembre en fait en réalité. Hop hop, si je vais vers le 20 décembre, on va voir un peu où se couche le soleil. Ah bah non, il se couche plus au nord. Il se couche plutôt vers... Ah non, si voilà, le sud est par là, pardon. Donc là il se couche plutôt toujours plus vers l'ouest, mais un peu plus vers le sud. Donc j'ai un peu plus de chances que ça fonctionne, surtout si je bouge un peu par rapport à mon point de vue. Donc voilà. Là, en fait, on va avoir des mesures beaucoup plus précises et surtout, ça permet de voir, si je vais me mettre sur les mois d'été pour bien voir la Voie lactée, hop, sur le mois d'août, par exemple, ça va vous permettre, par exemple, de savoir où se situe le bulbe galactique, notamment. Il est où le bulbe? Qui est la partie la plus photogénique, on va dire, de la galaxie. Mais alors, pourquoi je ne l'ai pas? Voilà, là il est en plein dans le ciel, voilà, vous voyez cette partie-là qui est la plus photogénique, vous pouvez voir exactement où elle se situe, à quelle heure, est-ce qu'elle est verticale, est-ce qu'elle est horizontale, etc. Donc c'est très pratique tous ces petits outils-là. Voilà, et puis dernière chose, et puis après ça on passera à la suite, sur Google Earth vous avez aussi, et ça c'est quelque chose que vous n'avez pas sur la version web, la possibilité de regarder, de simuler la lumière du soleil en fonction de l'heure et du jour. Donc pareil, je vais me sélectionner une date. Oups là, pardon, là j'ai avancé en timelapse. Stop, stop, stop. C'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais me sélectionner une date. Là, je me suis mis, et ben justement, si je me mets au 9 octobre, par exemple, au hasard, je me mets au 9 octobre et là, je me balade pendant ma journée et je peux voir où vont se trouver les ombres. C'est simulé, hein, tout ça, mais ça permet de se faire une bonne idée. Si je vais par exemple me mettre au fond de mon trou, là, comme je me suis dit que ça pouvait être intéressant, hop, et ben, où vont se trouver les ombres au moment où je vais vouloir faire ma photo? Est-ce que je vais être complètement dans l'ombre? Parce que si tout ça me fait une grosse ombre, bah, c'est pas intéressant. Donc, vous voyez, là, le soleil se lève derrière, ok. Et a priori, je ne suis pas embêté par les ombres du matin jusqu'au soir. Par contre, au lever de soleil, l'arche sera complètement dans l'ombre en contre-jour. Tiens, ça peut faire un truc intéressant là. Là, c'est un peu par hasard, mais vous voyez que là, le soleil, il se lève vraiment dans l'arche, vu d'en bas. Donc ça peut être intéressant ce jour-là, par exemple. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée des différents outils qu'on peut utiliser pour faire tout ça. Je vais prendre une ou deux petites minutes pour les questions, puis après ça, on passera à la partie 2, qui sera un peu moins longue. Hein. Là, c'est vraiment la partie un peu dense. Alors, je ne vois pas. Alors, je vais me remettre en plein écran, enfin pas en plein écran comme ça. Je ne vois pas le chat, comment interagir avec le présentateur. Bah, dans les questions, justement là. Donc ça, c'est bon. C'est idem à Santorin. Tous les touristes attendent le coucher du soleil au même endroit. Ils ne savent pas qu'on peut mieux le voir d'un autre côté. Bah, exactement. C'est exactement ça. Bonjour à tous. Nous montrer l'organisation d'une recherche d'un spot, c'est super chouette. J'adore la démarche. Super. Bah, très bien. Très content que ça
Très content que ça vous plaise. Hop, je vais en bas. Et bah, très bien, super. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser maintenant. Et puis sinon, on passe à la suite. Je vais juste en profiter pour vous montrer un petit peu l'évolution des photos. Donc ça, c'était la première fois, comme je vous disais. Attendez, je repartage l'écran. Il faut que je prenne l'habitude. Hop. Donc, oui, je suis seul à voir les questions. Effectivement, vous n'avez pas moyen, vous, de les voir. C'est pas vraiment comme un chat, en fait, comme on a habituellement sur les lives. Donc, on avait vu toutes les photos très classiques, hein, que j'avais fait la première fois en 2011, quand je faisais pas du tout de photos, je n'étais pas du tout intéressé. Et la deuxième fois en 2016, où je faisais un petit peu de photos depuis un petit moment, mais c'était pas, voilà, j'avais pas encore le niveau que j'ai aujourd'hui, et j'ai pas aujourd'hui le niveau que j'aurai dans 5 ans ou dans 10 ans, parce qu'on progresse toujours, toujours. Mais déjà, cette fois-ci, j'ai voulu documenter un petit peu avec ma fille qui m'avait accompagné, parce que c'est toujours chouette aussi d'avoir des petits souvenirs de ces balades. Ça, c'est une petite fenêtre un petit peu avant qu'on arrive sur Delicate Arch. Il y a pas mal de photos qui sont prises de là aussi. Et en fait, mais on reviendra un petit peu, hein, là-dessus, parce que là, en fait, on voit le déroulé de mon repérage photo sur place. Parce que là, on a fait un repérage photo virtuel, mais une fois qu'on est sur place, c'est pas fini, parce qu'on se fait une idée virtuellement avant de se rendre sur place, mais on se fait cette idée pour prendre la décision d'y aller ou pas. Mais une fois qu'on est sur place, bah, généralement, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme prévu ou qui ne ressemblent pas à ce qu'on avait imaginé. Et donc voilà un petit peu là, quand on va un peu plus sur le côté, vous avez vu, hein, on peut commencer à avoir des lignes qui peuvent nous emmener dans la photo, c'est un peu plus intéressant. La photo classique que tout le monde fait, avec les touristes qui arrivent. Et puis des photos un peu plus sur le côté, avec le soleil qui passe dedans. Voilà, on peut faire des photos un peu plus originales. Celle-ci que je trouvais intéressante aussi. Alors à l'époque, j'aimais bien faire des soleils en étoiles comme ça, donc j'en ai fait tout plein. Mais là, sur cette photo, on peut voir ici, là-bas, dans le coin, je vais zoomer à fond, comme un gros cochon, hop. Vous voyez ici, là, tous ces gens qui commencent à s'installer, bah, c'est des photographes. Et eux, ils se mettent là bah, parce que ils arrivent, ils savent qu'ils veulent faire la photo. Et pour eux, la photo, c'est celle-là, au coucher du soleil. Et donc, ils viennent, ils s'assoient là, ils restent 2 heures en attendant le coucher du soleil. Moi, je vous déconseille vraiment, franchement, de faire ça, parce que vous perdez énormément d'opportunités de faire des chouettes photos. Rien que celle-là, pour moi, elle me paraît vachement plus intéressante que l'autre. Et puis ensuite, on est descendu dans la cuvette avec ma fille, on voit nos ombres, hein, ici. Et puis, on a pu faire des photos assez intéressantes avec en plus la petite flaque d'eau. Donc voilà, je me suis même amusé d'en bas de prendre une photo de tous les photographes ensemble. Attendez, je l'ai, ça va être marrant. Hop, je vous montre ça. Elle est vers la fin. Voilà. Voilà, une fois qu'on était en bas, nous, en train de s'éclater à faire des reflets dans les flaques, et ben voilà, avant le coucher du soleil, bah, toute la série de photographes qui sont là-haut avec leurs trépieds puis qui attendent. Et je trouve ça un petit peu triste, en fait, finalement. Alors, question. Oh, il y a des questions, super. Merci pour tous ces outils, je ne savais même pas qu'ils existaient. Bah, je suis ravi, Claire, de te faire découvrir des outils comme ça. C'est super. Alors après, ça ouvre un potentiel incroyable parce qu'il y a énormément, énormément de possibilités. Mais je suis très content de te faire découvrir des outils comme ça. Alors, les USA, c'est super, mais la France aussi, c'est joli. Il faudra nous faire la même chose avec un spot par chez toi. Oui, j'ai failli le faire avec un spot dans le Jura, parce que le Jura est un endroit que je connais très bien. J'y guide des stages photo d'ailleurs, si ça vous intéresse à l'occasion, mais c'est pas le sujet du jour. Et il y a des endroits très très intéressants comme ça où j'ai fait tout mon repérage exactement comme je vous l'explique là, et ensuite je suis allé sur place. J'ai pris 2 jours complets pour aller repérer tous les spots que j'avais vus. Certains m'ont déçu, certains étaient 10 fois mieux que ce que j'imaginais, et ça m'a permis comme ça de créer un parcours vraiment vraiment intéressant. Et j'ai habité en Franche-Comté pendant 4 ans, donc je connais bien la région. Mais oui, en France, on a des pépites, on a un des plus beaux pays du monde, hein, faut vraiment en profiter. Viens installer Stellarium sur smartphone, c'est top. Merci pour les infos, avec plaisir. On découvre des outils pour préparer les voyages. Oui. Est-ce que tu pourrais nous préciser le matériel utilisé et les exifs? Oui, on y reviendra tout à l'heure sur la partie prise de vue. Ok. J'ai raté le tout début, y a-t-il un enregistrement? Oui, il y a un enregistrement qui sera disponible un peu après, mais je vois que l'équipe de BenQ a déjà répondu, super réactif. Ensuite, aller faire la photo qui est déjà 10 000 fois sur Instagram et sous tous les angles, c'est pas forcément intéressant, non? Si c'est pour dire j'y étais. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Donc là, c'est justement un cas où on peut montrer que même dans un endroit qui est très populaire, on peut aller faire des photos différentes, et du coup, je vous montre un petit peu comment je procède pour les photos différentes. Les moutons. J'utilise déjà Photopills, mais est-ce qu'il y a une astuce pour savoir à quelle heure le soleil va disparaître derrière un sommet de montagne, donc avant l'heure du coucher? Là, je t'avoue que c'est un peu plus difficile. Moi, je fais des calculs. Je ressors ma trigonométrie, je fais des cosinus et des trucs comme ça pour essayer d'estimer à partir de quand ça descend, ce qu'il faut faire par rapport à la
Distance horizontale, c'est un angle en fait. Hein, voilà. C'est possible, si ça se trouve, il y a des outils qui existent. Hein. Il doit y avoir des simulateurs un peu comme ça. Et sinon, après, une fois que tu es sur place, dans Photopea, il y a un système de réalité augmentée où en fait, il va montrer, il va regarder à travers ta caméra, il va voir le paysage, il va te montrer la course du soleil. Donc tu pourras savoir sur place à quelle heure il se couche. Mais ça, tu ne peux pas l'avoir avant d'y aller en tout cas. Ces photos sont-elles faites au trépied? On en parlera du trépied tout à l'heure aussi. Et puis, météo à court terme, on en parle juste après. Donc, Peak Finder, c'est intéressant. Oui. C'est technique la photo de paysage. Ah bah oui, c'est un peu technique. Ok, Météo France pour les horaires du soleil aussi, oui, ouais. En fait, là, c'est pas tant l'horaire du lever et du coucher qui m'intéresse, c'est plutôt l'angle exact, la direction exacte dans laquelle le soleil se couche. Bon, on va passer à la partie 2, qui est donc la partie préparation. Donc là, vous êtes sur place et vous avez en gros, vous êtes sur place la veille, on va dire, vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous êtes prêt à partir le lendemain matin pour aller au lever du soleil. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a l'estimation de la faisabilité technique d'abord, le temps de marche, mais ça on l'a déjà vu un petit peu avant. Est-ce que le parc est ouvert? Vous allez voir sur le site du parc. Des fois, des problèmes bassement matériels du type, est-ce que je peux avoir un petit déjeuner à 5 h du matin avant de partir? Ou est-ce qu'il faut que je prévoie un casse-croûte parce que finalement je vais partir super tôt et je ne vais pas être dans les horaires de petit-déj, etc. Des fois, il y a des petits détails comme ça, mais voilà, c'est de la logique. Ça, c'est le premier point, estimer la faisabilité technique. Là, c'est pas compliqué, on est dans le parc, on y va pour le coucher du soleil en plus. Deuxième point, c'est estimer les conditions météorologiques. Donc là aussi, moi je vous conseille d'utiliser des applications locales pour la météo. Alors une application qui marche dans le monde entier, j'utilise même pour la France, parce que je la trouve même plus intéressante que Météo France, à part en montagne, c'est Météo Blue. Alors je vais vous mettre le nom ici, hop. Météo Blue. Voilà, ça c'est une petite appli. Et ce que j'aime bien sur Météo Blue, c'est qu'en fait, c'est un site, c'est une appli de météo qui va utiliser les différents types de modèles météorologiques, parce qu'il y a plusieurs modèles météorologiques qui existent. Et donc, vous allez pouvoir voir les prévisions selon les différents modèles. Et donc, ça permet d'affiner encore plus. Donc, Météo Blue est pas mal. Et après, pour la photo plus spécifiquement, moi j'utilise une appli qui est extraordinaire pour la photo de paysage. Je vous la recommande très chaudement. Je ne sais plus si elle est payante celle-là. Elle est peut-être payante, mais genre 2-3 euros. C'est Clear Outside. Et Clear Outside, c'est une appli qui va vous donner, alors je vais vous montrer vite fait. Alors elle est absolument moche, hein. C'est pas l'appli la plus belle du monde, ça c'est sûr. Mais voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne des tableaux comme ça, ok? Et ce que ça vous donne, surtout dans les premiers tableaux, dans la partie bleue, là-haut, vous allez pouvoir choisir exactement à quel endroit vous êtes sur Terre, évidemment. Donc là, par exemple, c'est l'endroit des développeurs, donc je suis dans le Devon au Royaume-Uni. Vous avez là-haut les heures de la journée, 15 h, 16 h, 17 h, jusqu'à minuit, jusqu'au lendemain. Vous pouvez choisir le jour, évidemment. Et vous voyez donc les prévisions à court terme de la couverture nuageuse. Et donc, vous avez la couverture totale nuageuse, total cloud, et vous avez les nuages de basse altitude, les nuages de moyenne altitude et les nuages de haute altitude. Et ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire quand on fait de la photo de paysage, notamment si vous aimez, vous savez, ces ciels de feu, là, les ciels qui s'embrasent, qui deviennent rose-orangés. Ces ciels-là apparaissent généralement au coucher du soleil ou au lever du soleil, enfin même plutôt un quart d'heure, 20 minutes avant le lever du soleil ou un quart d'heure, 20 minutes après le coucher du soleil, quand il y a des nuages de haute altitude. C'est les nuages de haute altitude qui attrapent ces lumières-là et qui font des lumières complètement surréalistes. Et donc, si c'est le type de photo que vous aimez faire, Clear Outside, c'est génial. Et notamment si par exemple vous partez en vacances à un endroit, vous savez qu'il y a un spot photo à côté, mais vous êtes pendant une semaine au même endroit. Quelqu'un parlait de Santorin tout à l'heure. Pendant une semaine, vous êtes à Santorin, vous savez qu'il y a un spot intéressant. Et bien tous les soirs, vous allez voir cette appli et vous dites tiens, oh, demain matin, il y a potentiel de lever de soleil super intéressant avec un ciel de feu. Donc demain matin, ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a des nuages de haute altitude, alors pas 100% parce que sinon le soleil est caché, mais par exemple quand vous avez 70 ou 80% de couverture nuageuse, ou même parfois 30 ou 40% de couverture nuageuse que de nuages de haute altitude, là il y a un potentiel de ciel qui s'embrase. Et du coup, grâce à cette appli, vous n'y allez pas tous les matins en croisant les doigts, vous y allez que quand vous avez le plus de chances que ça se produise. Si par contre vous voyez que vous avez 100% de nuages mais que c'est que des nuages bas, vous savez que ça va être compliqué. Ou alors si vous êtes un peu en altitude, vous avez des chances d'avoir une mer de nuages à la montagne s'il prévoit des nuages bas. Donc on peut adapter comme ça selon le type de nuage. Et les nuages et le ciel sont des éléments tellement importants en photo de paysage que de pouvoir les envisager comme ça et les prédire à l'avance, c'est absolument génial. Donc je vous repartage l'écran quand même pour avoir le nom, hein, Météo Blue ici.
et Clear Outside. Et sinon, d'autres applications qui peuvent être utiles, c'est les applications de détection d'orage. Donc ça, c'est plutôt des applications locales. Mais si vous voulez photographier des orages ou si vous voulez photographier un gros ciel, juste avant ou juste après l'orage, souvent on a des lumières incroyables avec le soleil couchant qui va éclairer un paysage de toute sa chaleur et derrière des nuages gris-bleu très foncés. Ça fait souvent des contrastes incroyables. Attention à la sécurité par contre. Il y a des applis qui permettent de voir comment se déplacent les cellules orageuses et de pouvoir savoir comment on va se positionner par rapport à eux, pas pour être pile sur leur chemin, mais de pouvoir choisir le bon angle, etc. Donc ça aussi, ça peut être très utile. Et si je voulais rajouter, on a aussi, quand on va près de la mer, on peut avoir des applis qui peuvent permettre de savoir s'il va y avoir de la houle, s'il va y avoir des marées très hautes ou très basses, savoir à quel moment les photographier, est-ce que marée basse c'est plus intéressant que marée haute. Voilà, tous ces détails-là, vous les avez aussi sur des applis. Et puis enfin, dernière étape pour la veille de notre shooting, c'est de préparer le matériel nécessaire. Donc vous allez préparer vos vêtements, évidemment, préparer la nourriture, si vous devez manger un petit peu, préparer une lampe frontale, toujours, même si vous partez pas de nuit ou même si vous prévoyez pas de rentrer de nuit. Et puis ensuite, éventuellement une tente si vous voulez dormir sur place ou bien un duvet si vous voulez dormir à la belle étoile, si c'est permis. Et puis ensuite, le matériel photo. Et là, il y a un petit peu débat. Est-ce que vous voulez prendre tout le matériel photo ou est-ce que vous prenez qu'une partie du matériel? Et là, je ne sais pas vous, mais souvent, en tout cas quand je vais faire des shootings photos dans la nature, souvent il y a une partie où on prend la voiture quand même. Et si jamais j'emmène tout mon matériel dans ma voiture et qu'ensuite je n'emmène qu'une seule partie en randonnée dans ma montagne ou un truc comme ça, je vais devoir laisser une partie dans la voiture, ce qui est toujours un peu risqué. Je préfère que ce soit soit chez moi, soit dans le coffre-fort à l'hôtel ou un truc comme ça, plutôt que de l'avoir dans la voiture. Donc, vaut mieux prendre cette décision la veille, en fait, de savoir ce qu'on prend comme matériel. Donc là, en fait, ça va essentiellement dépendre de la difficulté d'accès au lieu et des conditions météo. Si je dois marcher pendant 4 heures en pleine montagne et que ça va être très physique, je ne vais pas forcément prendre mon matériel le plus lourd. Je ne vais pas prendre mon gros trépied, par exemple. Je vais prendre un trépied léger. Si par contre, je sais que c'est une balade d'une heure qui est tranquille, je vais prendre tout mon matos, mes 3-4 objectifs, mon boîtier et puis le gros trépied qui permet du coup d'être un peu plus stable, quoi. Donc voilà, on s'adapte un petit peu aux conditions, mais cette décision souvent, en tout cas moi je la prends avant de partir de, de là où on est. Donc voilà, ça c'était pour la partie préparation. Donc comme ça vous avez un petit peu les quelques petites applications. Pareil sur la partie préparation, je ne sais pas si vous avez des questions, je vais revenir rapidement dessus. Puis après, on partira sur la prise de vue et la retouche. Alors, je remonte. Ventusca est très bien pour la météo. Oui, Ventusca est très bien, effectivement. Je parle de Grèce parce que j'y habite. Les météores donnent un résultat super intéressant. Moi, le problème, c'est les photos de nuit, toujours ratées. Ah, après, ouais, faire la photo de nuit, c'est encore une autre paire de manches. Euh, La météo des aéroports du coin, ça peut aussi être un bon indicateur. D'accord, très bien. Je ne savais pas ce bon plan. Ils sont en principe très pointus dans les prévisions à court terme. D'accord, très bien. Super le replay car difficile d'accéder au webinaire. Souvent, images coupées. D'accord. Ah désolé s'il y a des problèmes techniques. J'espère que ça ne concerne pas tout le monde et que c'est juste une histoire de connexion chez toi. Alors, hop, hop. Ah, je dois redescendre. Excusez-moi. Alors, et pour la brume, est-ce qu'on peut anticiper aussi précisément? Alors, peut-être, selon les régions, il y a peut-être des endroits où on peut anticiper. Je sais qu'en Franche-Comté, il y avait souvent de la brume, et à force, je savais à peu près les conditions météo qui faisaient que la brume apparaissait, et je connaissais les endroits où il y avait de la brume. Mais par exemple, là maintenant, on a déménagé, j'habite dans le nord du Rhône, il y a le Beaujolais pas très loin, et quand il y a de la brume, c'est magnifique, mais c'est pas souvent. Et j'ai pas encore réussi à trouver dans quelles conditions la brume se forme. En tout cas dans cette région précise, parce que c'est très microclimat en fait la formation de brume, et il peut y avoir des conditions différentes qui créent de la brume. Et je sais qu'il y a plein de spots photos où il faudra que j'y retourne quand il y a de la brume ici dans le Beaujolais, mais voilà, j'ai pas encore déterminé ça, et je suis pas sûr qu'il y ait des applis qui existent. Si vous en avez, donnez-les-moi, ça m'intéresse. Mais voilà, la brume, j'ai pas encore trouvé le truc. Merci pour toutes ces infos précieuses, car plusieurs fois j'arrive sur des lieux de visite standard et je ne veux pas faire de photos standard. Très bien. Euh, Hop là, UAV Forecast pour les drones, très bien. On peut ajouter dans les logiciels sympas Aurore Pro pour les pays proches du cercle polaire, pour les prévisions d'aurore boréale. Ah oui, merci, très bien aussi ça. Aurore Forecast aussi. Météo ciel, très bien. Merci, j'ai téléchargé les applis, super de partager.
Rain Today pour la France, très bien. Au niveau des objectifs, quelles seraient les focales conseillées entre poids et polyvalence? On va en parler juste après du matériel, mais je pense que le matériel, on le gardera pour la fin, parce que c'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais je vous dirai très rapidement le matériel que j'utilise. Images coupées de temps en temps, donc replay. Ah, je suis désolé s'il y a des images coupées de temps en temps. Vraiment désolé pour ça. Ok, donc on passe à la troisième partie qui est la partie prise de vue. Et j'ai rajouté adaptation. Comment on s'adapte à la réalité du terrain. Donc première chose très importante, c'est d'arriver à l'avance. Alors quand je dis à l'avance, c'est très à l'avance. Un coucher de soleil, si vous voyez par exemple que tiens, le coucher de soleil va avoir lieu à 18h30, reprenons Delicate Arch, le coucher de soleil arrive à 18h30, d'accord? Gardez en tête qu'un coucher de soleil, souvent, juste au moment du coucher de soleil, là où c'est hyper rouge, c'est pas forcément la meilleure couleur. C'est souvent presque trop saturé en fait comme couleur. Moi personnellement, je préfère l'heure dorée, mais pas pile au moment du coucher de soleil. Je préfère l'heure dorée un quart d'heure, 20 minutes avant le coucher de soleil. Je trouve que c'est là que c'est le plus joli, mais après c'est des questions de goût personnel. Donc je veux déjà être prêt à faire ma photo un quart d'heure avant le coucher du soleil. Mais sauf que quand j'arrive sur place, je ne fais pas comme tous ces messieurs dames qui étaient arrivés, qui avaient planté leur trépied à l'endroit où tout le monde plantait son trépied. Non, non, moi il faut que je cherche une fois que j'arrive sur place. Et donc pour ça, je prévois à peu près 30 minutes. Si je suis jamais allé sur le spot, je prévois 30 minutes pour m'adapter au lieu, c'est-à-dire prendre mes marques, repérer que tiens, là il y a un truc intéressant. Pendant ces 30 minutes, je me promène, vraiment. Je vais aller loin, je vais aller là-bas, je vais voir si c'est possible d'aller là-bas, je vais descendre, je vais me baisser, je vais me lever. L'idée, c'est vraiment de chercher toutes les compos possibles pendant ces 30 minutes. Et ensuite, quand j'ai trouvé l'endroit où je voulais me baser pour faire ma photo, ça peut être une recherche de premier plan d'ailleurs, je compte environ 30 minutes encore pour trouver la composition parfaite, celle qui me plaît le plus en tout cas, et trouver les bons réglages. Faire plein de tests, etc. Donc ça veut dire 1 heure avant l'heure où il y a la lumière qui me plaît. Donc si c'est l'heure dorée qui m'intéresse comme là, et que le soleil se couche à 18h30, la magnifique lumière, celle que j'aime le plus, c'est à 18h15. Donc il faut que je sois sur place à 17h15. D'accord? Donc 1 heure et quart avant le coucher du soleil. Et là où c'est un petit peu plus difficile, c'est au lever du soleil. Comme je vous disais que quand il y a un ciel de feu qui s'embrase, ça s'embrase à peu près 20 minutes avant le lever du soleil. Si le lever du soleil est à 6h30, bah, vous prévoyez d'être là à 6h. 6h, vous êtes prêt à prendre la photo, il faut être là 1 heure encore avant, 5h. Donc il faut être en haut ou sur le spot à 5h. Donc des fois, il faut se lever à 4h du matin. Donc c'est pour ça que la photo au lever de soleil est un peu plus, faut être un peu plus motivé. Mais bon, si vous n'avez jamais fait de photo au lever du soleil, je vous le recommande parce que c'est vraiment une expérience dingue. Vous avez l'impression d'être seul au monde, de profiter d'un événement alors que tout le monde est en train de dormir dans sa chambre d'hôtel, alors que vous avez. En fait, c'est un spectacle de la nature offert juste pour vous, quoi. C'est une sensation incroyable. Moi, je suis hyper lève-tard, hein. Si vous me laissez dormir tous les matins, je dors jusqu'à 10h30, 11h. Mais on m'a forcé plusieurs fois à faire des levées de soleil. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer pour la photo de paysage. C'est juste une sensation incroyable. Donc, je vous recommande de le faire. Bref, on s'égare. Donc, 1 heure. Prévoyez au moins d'être sur place 1 heure avant le coucher du soleil. Voilà. Et un petit peu, vous pouvez arriver un peu plus tard si vous connaissez déjà le spot. Ensuite, il faut essayer d'anticiper les différentes compositions et les différents réglages qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a comme option quand on arrive sur un lieu? Est-ce qu'on peut faire horizontal ou vertical, par exemple? Il y a 2 types de compositions. Alors déjà, la façon dont moi je procède, c'est que j'aime pas arriver sur place avec une idée en tête, en me disant j'ai vu cette photo, en tout cas avec une photo en tête, en me disant j'ai vu cette photo, j'aimerais bien faire la même. Parce que ça, c'est 9 fois sur 10, on sera déçu parce qu'on n'aura pas les conditions pour faire la même. Soit parce que le paysage aura changé, soit parce qu'on n'aura pas les mêmes conditions météo, les mêmes nuages, etc. Et on va rarement prendre une photo pourrie en se disant je veux faire la même. On va généralement prendre une photo qui a eu lieu dans des circonstances incroyables en se disant je veux faire la même. Et du coup, on ressort presque tout le temps déçu. Donc, c'est pour ça que dans ma recherche que vous avez vu tout à l'heure, là, je vais pas beaucoup plus loin que ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que je vais généralement pas aller voir des sites de photographes, je vais généralement pas aller voir Instagram ou les réseaux sociaux, etc. Parce que sur ces sites-là, on va généralement voir que les plus belles photos ou les photos les plus extraordinaires qui ont eu lieu à cet endroit-là. Et je sais que moi, ça va me démoraliser quelque part, non seulement parce que des fois, je vais me dire, zut, j'avais une idée et en fait, il y en a d'autres qui l'ont déjà faite. Et donc, ça va dévaloriser cette idée alors qu'en fait, j'aurais pu la faire juste pour mon plaisir personnel. Et puis surtout, ça va me donner des attentes beaucoup trop élevées. Donc, je préfère y aller quelque part vierge. Et c'est pour ça aussi que les blogs perso, les blogs de voyageurs sont super intéressants parce que souvent, les photos sont pas parfaites, elles sont pas retouchées, mais ça permet de se faire une idée du potentiel. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus que ça.
Donc voilà, horizontal ou vertical. Est-ce que vous le faites avec ou sans polarisant? Est-ce que vous faites une pose longue ou pas une pose longue? Est-ce que vous voulez faire avec un téléobjectif au grand angle? Avec quel focal vous avez utilisé? Est-ce que vous allez tester différents premiers plans? Est-ce que vous allez faire du focus stacking ou pas de focus stacking selon le premier plan, s'il est proche ou pas? Le focus stacking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous avez un premier plan très très proche. Vous savez, ces photos souvent prises au grand angle, on a un premier plan qui est tout près, avec des lignes incroyables qui amènent dans la photo. Bah, c'est pas rare d'avoir un premier plan qui est à 20 ou 30 cm de l'objectif. Et là, même si vous vous mettez à f22, je vous déconseille parce que généralement le piqué n'est pas top, mais si vous mettez à f22, le tout premier plan sera net, mais à l'horizon, ce sera flou, hein. Donc même à f22, c'est pas possible. Et ce que font les photographes de paysage quand ils ont un petit peu d'expérience, on va dire, c'est qu'ils vont faire du focus stacking. Ils vont utiliser leur objectif à ses meilleures caractéristiques, c'est-à-dire généralement f8, f11, un truc comme ça. Alors, allez, on va se mettre à f11 par exemple, et ils vont faire une photo en faisant la mise au point le plus près, une photo en mise au point un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, et ensuite on envoie toutes ces photos dans Photoshop, et il y a un truc automatique qui les assemble et qui va recréer la netteté sur l'ensemble de la photo. Ça s'appelle le focus stacking, donc en français c'est l'empilement des mises au point, quoi, en gros. Donc c'est une technique qui est un peu complexe, qui prend un petit peu de temps à faire sur place, mais voilà, est-ce qu'on va avoir besoin de faire ça ou pas? Encore une fois, impossible de le décider avant d'être sur place et de décider si ça vaut le coup d'avoir un premier plan très proche ou pas. Et puis gardez bien en tête que si l'intérêt ce jour-là, il est dans le ciel, si vous avez un ciel de feu ou un ciel d'orage ou un truc comme ça, vous aurez à peu près une tranche horaire de 5 à 10 minutes grand maximum pour faire vos photos. C'est très court, c'est très très court. On n'a pas le temps de trifouiller son appareil photo, trouver les réglages, etc. C'est très court, 5 à 10 minutes. Et même pendant ces 5 à 10 minutes, souvent, les meilleures conditions vont se présenter pendant quelques dizaines de secondes, 1 minute 30 grand max. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir tout préparé à l'avance. Et c'est pour ça que je vous dis de venir 1 heure avant, de trouver votre compo avant, de faire vos réglages, vos tests avant. Parce que quand la lumière magique arrive, vous avez vraiment que quelques secondes pour prendre la photo. Et c'est là que c'est un peu le paradoxe de la photo de paysage, c'est qu'en photo de paysage, on a l'impression qu'on a le temps parce qu'on va prendre des heures et des heures à aller à un endroit ou à attendre à un endroit pour faire une photo. Mais le moment où on prend la photo, on essaie de saisir la belle lumière, etc., est extrêmement court. Et en fait, c'est pas rare. Enfin, il y a un côté adrénaline parce que c'est pas rare de louper une photo parce qu'on n'avait pas le temps, quoi. Donc voilà, et la façon dont je vais procéder sur place, c'est que je vais remontrer un petit peu Google Earth, ça je vais vous montrer comment je fonctionne. Hop là, si on revient ici, ce que je vais faire en général, c'est que comme j'arrive 1 heure à l'avance, eh ben, je vais d'abord aller à l'endroit où tout le monde fait sa photo. Donc je vais d'abord aller me mettre là-haut, là, ici, et faire la petite photo que tout le monde fait. Ok? Pourquoi je fais ça? Bah parce que si tout le monde fait cette photo, c'est souvent qu'il y a une raison, c'est souvent que c'est quand même un bel endroit, et donc ce serait quelque part dommage de ne pas avoir cette photo dans les souvenirs et dans les photos de mon catalogue quelque part. Donc je la prends, ça me prend quelques secondes, je mets mes petits réglages, je prends ma photo. Donc là, vous allez voir, c'est en gros, hop, c'est celle-là. Voilà, je l'ai prise, c'est la photo que tout le monde va faire. Et en fait, de prendre cette photo, ça me permet aussi de la regarder ensuite et de me dire, qu'est-ce qui sera différent tout à l'heure quand ce sera l'heure du coucher de soleil? Qu'est-ce qui sera différent si le ciel devient magnifique, etc. Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'être présent à cet endroit-là? Là, ce jour-là, vous voyez, on a quelques nuages à l'horizon, mais au-dessus, on a un grand ciel bleu. Donc, on ne va pas avoir un ciel de feu, on ne va pas avoir de conditions atmosphériques incroyables. Donc, tout ce qui va changer, en fait, c'est la couleur de l'arche qui va devenir un peu plus orangée. Très franchement, entre nous, déjà, je peux le faire sur un logiciel, même si c'est moins drôle. Mais pour moi, cette photo, elle est sympa, elle est jolie, mais ça ne mérite pas de ne pas tenter autre chose. Parce que la compo, pour moi, manque de plein d'éléments. Donc, une fois que j'ai fait cette photo, je suis rassuré quelque part de l'avoir dans la boîte. Et même si ensuite je vais ailleurs et que je ne trouve pas de super spot, dans le cas où j'en trouverai pas, c'est rare, mais dans le cas où je ne trouverai pas d'autres compositions intéressantes, je me dis, c'est pas grave, au moins je l'ai dans la boîte. J'ai pas ce stress de me dire, zut, il faudrait peut-être que je pense à remonter parce que là, la lumière a l'air pas mal et j'ai quand même toujours pas fait cette photo, donc au cas où je la ferai, j'ai plus ce stress. Je peux partir loin, je peux partir tester des trucs différents. Et voilà, donc c'est pour ça que souvent, je fais la photo safe dès le début. C'est pour ça que dans ce sens-là, je suis pas tellement d'accord avec les photographes qui vous disent faites forcément une photo différente des autres. Moi, je pense que c'est tout l'intérêt de la photo, d'aller chercher sa propre composition, c'est là qu'on s'éclate le plus, mais faites la même photo que les autres. Juste faites-la au début, prenez 2 minutes à la faire et passez à autre chose. Donc voilà. Et surtout, une fois que vous êtes dans ce petit rush de 10 minutes là,
là, il faut pas vous arrêter. C'est-à-dire que vous devez être en action tout le temps. Vous devez soit être en train de tester des réglages différents, soit être en train de chercher une autre composition si vous êtes satisfait des photos que vous avez déjà faites. D'accord? J'ai fait une photo, la compo me plaît, la lumière est toujours belle. Allez, je prends mon trépied, je me balade, j'essaie de trouver s'il n'y a pas une compo. Tiens, il y a une autre flaque là-bas, peut-être c'est plus intéressant, je vais essayer de m'avancer un peu, de me reculer, de me baisser, etc. Il faut toujours être en action. C'est dommage, je trouve, alors qu'on a des conditions, on a passé des heures à marcher, à préparer ce shooting, d'être sur place, il n'y a que 10 minutes pendant lesquelles on vous demande d'être actif. C'est dommage de passer 6 minutes à se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai ma photo. Ça va, toi, ça va, ouais, c'est sympa, c'est joli hein, quand même. Après, vous pouvez aussi évidemment profiter du moment, mais en tant que photographe, c'est vrai que il y a toujours moyen de faire autrement. Et puis en termes de réglage, comment je fonctionne? Et ben en fait, pour toutes ces petites photos-là, comme celle-là, euh, pour vous le dire rapidement, je fais souvent ce qu'on appelle l'exposition à droite. Donc j'essaie de faire en sorte que mon histogramme aille vers la droite pour avoir un maximum de latitude ensuite au traitement de la photo. Et puis, je suis en général en priorité ouverture. Je vais mettre à F11 ou F16 si jamais j'ai un premier plan un peu proche. Je mets les ISO automatiques. Je vérifie juste que ça ne dépasse pas les 400, 800, un truc comme ça. Mais encore une fois, c'est des photos de repérage. Cette photo-là, c'est une photo de repérage. Cette photo-là, c'est une photo de repérage, même si elle me plaît bien. Cette photo-là, c'est une photo de repérage. Enfin voilà, ça, c'est des photos de repérage. Et donc, même s'il y a un tout petit peu de grain ou si c'est pas grave, on s'en fiche en fait. Là, l'intérêt, c'est d'aller vite. Donc, pour ces photos-là, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, j'utilise pas mon trépied. Généralement, je fais à la main, comme ça. Ce qui est pareil, quand on a de la lumière présente comme ça, c'est largement suffisant. Ce qui est plus compliqué, c'est le matin, au lever de soleil, parce qu'on fait son repérage quand on a juste la petite lumière de l'aube qui commence à arriver. Et là, sans trépied, voilà, là, il faut généralement sortir le trépied, mais il ne faut pas hésiter à bouger avec. Et puis ensuite, quand je trouve le spot, donc là, dans le cas présent, bah, c'était d'aller en bas dans le trou. Et là, en plus, on avait une chance incroyable, c'est qu'il n'y avait plus la veille. C'est un endroit où il pleut très rarement, en fait, dans cette zone-là. Et là, il n'avait plus la veille. Et quand je suis arrivé en haut, que j'ai fait mon petit tour. Donc voilà, vous voyez, hein, le process, on le voit bien dans ces photos-là. On arrive, la petite fenêtre, oh là là, Delicate Arch, c'est là-bas, c'est joli. Ma fille qui dit, tiens, j'aimerais bien que tu me prennes en photo devant. Je prends la petite photo, c'est sympa. Ensuite, on avance, on arrive au spot où tout le monde se case. Moi, ah non, pardon, celle-là, c'est pris depuis la fenêtre. Quand on se met depuis la fenêtre, je me disais qu'il faut y avoir un truc intéressant avec les lignes. En réalité, c'est pas très intéressant, puis je n'ai même pas retouché celle-là. Ensuite, on arrive au spot où tout le monde se trouve. J'essaie de faire une composition un peu différente, mais dès ce moment-là, j'avais repéré quand même qu'en bas, il y avait quelque chose de joli, quoi, quelque chose d'intéressant. Ensuite, je fais la photo classique de tout le monde. Ensuite, on avance. Donc, vous voyez, là, je me suis avancé, hop, je me suis avancé par là, en se disant, tiens, on va voir s'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et très franchement, à tous les photographes que j'ai vus là-haut, il n'y en a aucun qui s'est avancé là. C'était 30 mètres à faire. Les seuls gens qui s'avançaient, c'était pour aller se mettre sous l'arche pour se faire photographier par la famille, quoi. Donc voilà, on s'approche comme ça, on teste. Celle-là me semblait intéressante, mais intéressante avec le soleil comme ça, et plus le soleil va se coucher, moins ce sera intéressant parce que l'ombre va grandir, etc. Donc ayant vu tout ça, je me suis dit, ok, bon, j'ai fait le tour. Par contre, en bas, ça a l'air intéressant. Mais en bas, c'était un peu risqué. Parce qu'aller en bas ici, on ne peut pas descendre ici directement. Il fallait refaire tout le tour. Donc il y avait bien 20 minutes de marche pour aller en bas. Mais j'avais repéré le truc à l'avance, donc je savais que c'était jouable. Je savais que je n'allais pas risquer quoi que ce soit en allant marcher par là-bas. Je savais que j'avais le droit. J'ai vu les flaques d'eau, je me suis dit, il y a du potentiel pour une photo assez unique parce qu'en réalité, c'est très rare les conditions où il y a des flaques d'eau là-bas. Et en plus, il faut que les gens pensent et aient envie d'aller en bas plutôt que de rester là-haut avec tous les autres. Donc voilà, ça m'excitait beaucoup en fait l'idée d'aller en bas. Et donc c'est à ce moment-là, j'ai proposé à ma fille, et puis on est parti à deux et on a pris les 20 minutes pour aller en bas. Mais on savait qu'en prenant ces 20 minutes-là, on ne reviendrait pas en haut au moment du coucher du soleil. On resterait en bas jusqu'à la fin. Mais voilà, avec toutes les recherches au préalable, j'ai limité la prise de risque finalement. Et une fois qu'on est en bas, c'est là qu'on sort le trépied. Enfin, déjà, on cherche la compo, donc toujours sans trépied pour moi, hein. Je me baisse, accroupi, à droite, à gauche, on regarde les reflets dans les différentes flaques, etc. Et ensuite, on sort le trépied et on commence à faire tous les réglages. Et moi, dès le moment où je sors le trépied, c'est là que j'ai besoin d'une demi-heure à peu près pour trouver la bonne composition exacte, les bons réglages, etc. Voilà. Donc pour les réglages, si vous voulez savoir pour cette photo-là, donc cette photo-là, à cette époque-là, je shootais avec un Canon EOS 70D, donc un réflexe APS-C, et cette photo-là a été faite avec le Tokina 11 16 mm à 11 mm, donc ultra grand angle, à f8, ISO 100, 1/15e de seconde. Voilà.
Et vous voyez l'exposition à droite ici, on voit que l'histogramme est très poussé sur la droite. En gros, je fais en sorte d'être à la limite de cramer le ciel. Si je pousse un tout petit peu plus, bah, vous voyez que le ciel est cramé là-bas en haut. Voilà, donc c'est très sombre en bas, mais après ça, on va corriger au traitement des photos. Je regarde s'il y a quelques petites questions, puis après ça, on passera à la partie traitement de photos, justement. Hop. Ça va, ça vous plaît toujours? J'espère, hein. Alors, il y a des conseils, il y a Isabelle qui me donne des conseils pour le Beaujolais. Oui, Saint-Laurent-d'Ouin, Rouen, il y a des choses très très intéressantes par là-bas. Et je connais je crois, enfin, je connais pas son nom, mais je pense que quand tu me dis l'Immaculée Conception, je pense que je crois que je vois la chapelle en question. J'ai déjà photographié. Et effectivement, dans la brume, en hiver, enfin voilà, il y a des choses très intéressantes. Connais-tu ainsi des photographes qui donnent des bons spots de photos pour chaque pays? Non, il y a eu des tentatives comme ça de sites qui ont tenté ça, mais j'ai jamais trouvé que c'était très pertinent. J'en ai pas en tête là. Et je trouve ça, en fait, moi, je trouve ça beaucoup plus passionnant de les trouver nous-mêmes, les spots. Je cherche toujours à trouver les compositions originales, mais parfois je manque d'inspiration face à toutes les photos d'un spot que j'ai vu en amont. Un conseil pour lutter contre ce syndrome de la page blanche. Bah, mon meilleur conseil, c'est justement d'arriver très tôt en avance. C'est vraiment la seule chose que je puisse te conseiller. Tu arrives très tôt, tu fais tes photos que tu as déjà vues ailleurs, et ensuite tu te dis qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et bouger, bouger, bouger tout le temps sur place, et ça va stimuler ta créativité. C'est vraiment ça. Il faut trouver un moyen de stimuler ta créativité, de tenter des trucs. Quand je vais dans des endroits comme celui-là, quand je reviens, je ne sais plus combien d'endroits j'ai fait, combien de photos j'ai fait ce soir-là, mais j'ai fait peut-être 200 photos. Et j'en ai gardé 5, et il n'y a que celle-là que je trouve vraiment intéressante en fait au final. Donc il y a plein d'expérimentations et plein de ratés en fait. C'est ce que la plupart des grands photographes ont des disques durs remplis de photos ratées, hein. Pour ma part, je trouve que la photo est aussi le don de capturer un instant unique et magique et une émotion qu'on ressent à l'instant T et qu'on ne peut pas forcément prévoir à l'avance. Exactement. Ben, c'est ça tout l'équilibre en fait. C'est qu'en photo de paysage, on est quand même obligé d'essayer d'anticiper un maximum de choses, mais la nature nous surprend toujours une fois qu'on est sur place. Et il y a des fois, ça marche pas, il faut se le dire d'ailleurs. Des fois, on fait des efforts de dingue en espérant avoir une super lumière et tout, puis ça marche pas, et il n'y a rien, c'est tout gris. Et il y a des fois où ça marche pas, et à un moment, il y a un truc magique qui se produit alors qu'on s'y attendait pas du tout. On a eu ça pendant un stage dans le Jura, justement, à l'automne dernier. On a eu un temps dégueu tout le temps, mais il y a eu un moment où on a eu une percée dans les nuages et un éclairage par-dessous des nuages d'orage. C'était splendide, c'était magnifique. Un truc que j'avais jamais vu. Euh, alors, la technique de l'hyperfocale n'est-elle pas meilleure et plus simple par rapport au focus stacking pour avoir une photo de paysage net? Alors la technique de l'hyperfocale, je l'ai utilisée un petit peu au début. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la technique de l'hyperfocale, c'est simplement l'endroit où on peut faire l'endroit le plus proche de soi où on peut faire la mise au point pour que ce soit encore acceptablement net à l'infini. Donc c'est-à-dire que ce sera net de l'infini jusqu'à assez proche de nous. Mais dès le moment où on prend des angles extrêmes et des premiers plans très très proches, même l'hyperfocale ne suffit pas. Et personnellement, ce que j'aime pas trop dans l'hyperfocale, c'est que ça force souvent à fermer beaucoup le diaphragme, à perdre de la netteté des photos. Et la netteté pour les photos de paysage, c'est un critère qui est assez important. Et voilà, mais c'est une technique plus simple. Moi, j'ai commencé comme ça. En fait, au début, je faisais la mise au point à l'infini, puis je fermais à f22. Après, je me suis intéressé à l'hyperfocale, qui permet effectivement d'avoir des photos un peu plus net et un peu plus avec des ISO un peu plus bas. Et maintenant, je suis passé au focus stacking. Pour moi, c'est la courbe de progression, c'est celle-là, quoi. Il faut la faire rien que pour la famille. Ce sont les photos plus classiques de touristes au début, mais effectivement, c'est soulageant de se dire que c'est bon. Exactement pour la photo. Voilà. Faut bouger sinon on perd plein de belles vues, de poses, etc. Exactement, Sandrine, on est d'accord. Le talent du photographe, c'est savoir analyser et observer pour tirer le meilleur parti du lieu. Entièrement d'accord. Mais vous êtes plein de sagesse ce soir. Yes, c'est top, c'est super. Ok, très bien. Est-ce que pendant ton repérage, tu fais des photos? Oui, oui, en général, je fais des photos, des fois au smartphone d'ailleurs. Juste parce que des fois, je reviens dessus, je me dis, tiens, je me souviens que tel endroit c'était intéressant, mais on n'est pas dans les bonnes conditions. Et donc, des fois, ça permet de revisualiser la scène en se disant, OK, ça se passerait comment si j'avais le soleil qui se couchait là-bas, si j'avais tel type de ciel, et ça permet de se reprojeter plus facilement. Donc, oui, quand je fais des repérages, souvent, je fais des photos. Encore des petits soucis techniques. Combien de brouillons pour un cliché réussi? Ouais, voilà, c'est ça. 1 sur 100. Maintenant, un peu moins, mais au début, quand je commençais, on va dire, après 1 ou 2 ans de photos de paysage, c'était à peu près 1 sur 100. 1 sur 100 que je gardais. Aujourd'hui, je suis plutôt à 1 sur 15, un truc comme ça.
Ça dépend des conditions. Il y a des fois où on va faire des rafales parce qu'il y a un animal qui passe, etc. Donc là, c'est beaucoup moins, mais en gros, c'est ça. Alors, dans la Drôme, il y a le chemin muletier. Photopile, ça permet de calculer l'hyperfocale. Les perspectives avec un 11 mm sont-elles bien respectées? Y a-t-il pas de déformation? Il y a toujours un peu de déformation, mais alors, je t'avoue que les déformations. De toute façon, quand on regarde dans un ultra grand angle, on regarde pas le monde, c'est pas réel en fait, c'est pas quelque chose de réel, ça correspond pas à une vision humaine. Souvent, enfin après la définition de la vision humaine est encore quelque chose de compliqué, mais souvent, ce que je fais sur place, c'est que je regarde dans l'objectif, quand je vais faire des photos au grand angle en tout cas. Avec mes yeux, je me dis tiens, ça peut être intéressant, mais je colle mon œil dans l'œilleton et je vois ce qui se passe. Et là, je me dis ah ouais, là, et souvent on voit plus de choses quelque part quand on regarde à travers la lentille. Donc voilà, pour moi, c'est pas très gênant qu'il y ait un petit peu de déformation sur les bords de l'image, vu que de toute façon, la scène en elle-même est déjà un peu déformée par rapport à la vision humaine. En fait, un ultra grand angle correspond à ce qui se passe quand vous faites un panorama avec les yeux. Quand vous arrivez à un endroit où vous faites waouh, et là, votre cerveau dans sa tête va recombiner toutes les images et va vous faire un peu une vision ultra grand angle. C'est un peu ça. Euh, mais après, moi, je m'embête pas trop. Puis Lightroom va corriger un peu les déformations, donc c'est pas un souci. Euh, Tac, tac, tac. Merci pour le live, hyper intéressant. Petite question encore sur le focus stacking. Est-ce que le fait de bouger la mise au point sur l'objet peut faire rater la photo dans le logiciel au niveau de l'alignement? Non, parce que justement, Photoshop va réaligner les photos. Donc, tu commences la démarche, c'est que tu demandes à Photoshop d'aligner les calques, tes photos sur tes calques, tu les alignes, et ensuite de faire le stacking. Donc, c'est pas, non, c'est pas un souci. La plupart du temps, non. Euh, alors, hop, 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 hop. Ouais, j'ai un petit peu du mal avec l'interface, mais j'arrive. N'as-tu pas parfois l'impression de passer plus de temps devant ton écran que sur le terrain à faire de la photo? Bizarrement, depuis un an, si. C'est bizarre, hein. Mais si, en partie, c'est vrai. D'autant plus, enfin, ça dépend. Pendant quelques années, c'était pas le cas parce que j'avais tellement pas de temps que je ne retouchais pas mes photos. Donc j'ai des disques durs remplis de photos à traiter. Là, je suis à 2018 dans mes photos à traiter, pour vous dire. Donc oui, ça fait partie du truc. En photo de paysage, c'est vrai que le traitement de la photo est une étape très importante. Et on va y arriver, d'ailleurs, c'est la parfaite transition. Mais ah oui, effectivement, focus stacking avec le trépied, c'est pour ça. Et donc du coup, qu'est-ce que je racontais? Ouais, c'est un des domaines de la photo où ça prend le plus d'importance, le post-traitement. Parce qu'en fait, ce que capture le capteur de la caméra est très différent de ce qu'on voit avec nos yeux et notre cerveau. Il faut essayer de reproduire ça. Et c'est là la difficulté. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va passer. Là, il y a pas mal de questions sur le focus stacking. On va peut-être pas faire un cours sur le focus stacking, sachant qu'il nous reste un quart d'heure. Donc, on va faire la retouche photo maintenant. Euh, et puis voilà. Et puis, si on pose juste pour la question matérielle dont vous parliez tout à l'heure, aujourd'hui, je shoote plus avec mon 70D, sauf quand je vais faire des trucs qui craignent un peu, genre quand je vais en canoë sur une rivière ou un truc comme ça. Aujourd'hui, je shoot avec un Sony A7R3. Et puis en termes d'objectifs, j'ai un 17-28 Tamron, j'ai un 24-105 Sony et j'ai un 100-400 Sigma que je monte dessus. Voilà, en gros, j'ai un 50 f1.8 aussi, mais que j'utilise très peu. Et puis après, plein de petits accessoires divers et variés. Mais vous avez tout ça, pareil, sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai fait une vidéo sur mon sac photo et tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, donc on va faire la retouche de cette photo. Alors, le tri, juste pour vous dire très rapidement la façon dont je procède pour mon tri, je le fais en 2 passes en général. La première passe, c'est vraiment pour nettoyer, donc virer 80% des photos. Ça me permet en fait d'enlever déjà tous les ratés. Donc tous les ratés, ça va être toutes les photos où la mise au point n'est pas très bonne, ou bien il y a un défaut, ou bien le cadrage a été raté, enfin un truc comme ça, tous les trucs qui sont un petit peu ratés. Et puis surtout sélectionner la meilleure photo de série. C'est-à-dire que par exemple, tiens, le ciel est magnifique, et puis quand le ciel est super beau, bah, je déclenche, et puis oh mais c'est encore super beau, je déclenche, et puis oh c'est encore super beau, je déclenche. Donc des fois j'ai la même composition 15 fois de suite ou 10 fois de suite, et c'est à ce moment-là que je vais choisir, ok, je vais les comparer, je vais les mettre en gris, et je vais comparer, je vais les éliminer les uns après les autres, et je vais sélectionner celles que je préfère dans cette série-là pour ne pas retoucher 15 fois la même photo, ce qui n'a pas de sens. Donc voilà, donc ça permet de se retrouver avec une photo de chacune des catégories. Et donc sur cette première passe, je fais également une petite notation avec les étoiles. Donc 0 étoile, quand je mets pas de note, ça veut dire je la jette. Mais dans ce cas-là, je supprime l'euro carrément. Quand je mets une étoile, c'est que je suis pas sûr. Donc j'ai souvent quelques petites scènes où des fois j'en ai quelques-unes à une étoile, mais pas tant que ça. 2 étoiles, je le fais pour les photos que je veux garder en souvenir. Donc par exemple, sur ce que je vous montrais tout à l'heure,
la photo avec ma fille, là, hop, celle-là, c'est une photo 2 étoiles pour moi. C'est-à-dire, je vais faire des réglages, des retouches automatiques dessus. Je m'en fiche que ce soit parfaitement bien colorimétrie, etc. C'est pas très grave. Traitement automatique, mais je veux la garder en souvenir. Ça me rappelle la balade, le truc, etc. Donc, je les mets 2 étoiles, celle-là. Je ne les supprime pas, mais c'est pas les photos que je vais mettre dans mon portfolio ou que je vais partager sur mes réseaux sociaux. Ou que je vais, ou encore mieux, que je vais imprimer et encadrer à la maison. Et puis ensuite, j'ai les photos 3 étoiles. Donc, j'ai celle-là, par exemple, dans les 3 étoiles, dans la série. Et puis ensuite, j'ai notamment, je crois, celle-ci en 3 étoiles. Et les 3 étoiles, c'est celles pour lesquelles je vais prendre le temps de les retoucher manuellement. Donc ça, c'est ma première passe. Et après ma première passe, du coup, toutes les photos 2 étoiles, je les mets de côté. Je ne vais prendre que mes photos 3 étoiles. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les comparer les unes par rapport aux autres. Et ça va me permettre notamment, généralement, d'éliminer certaines compositions en me disant, en fait, là, c'était la meilleure photo de cette série-là, mais la composition dans son ensemble est moins intéressante que la composition suivante et ça dit, globalement, ça montre la même chose. Donc, la précédente, je vais l'enlever. Typiquement, ici, vous avez vu que j'en ai quand même mis 3, 4. J'en ai 4 en fait. J'ai celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc ces 4 photos-là, je leur ai mis 3 étoiles parce que pour ces 4 photos-là, à chaque fois, j'avais une série d'une dizaine de photos. Et donc j'ai pris la meilleure de chacune de ces séries. Mais en Sylvain, fait, on ne voit qu'est-ce pas que les j'ai fait? photos. J'ai diminué la note, ou en tout cas, j'ai pas traité de la même manière, les 3 premières photos, parce que globalement, ça transcrit la même chose et la même idée et le même paysage. Ah zut, on voit pas l'écran, pardon. Excusez-moi. Je On ne voit pas voyais les photos. le texte qui commençait à arriver sur la droite là. Excusez-moi, excusez-moi. Je vous le refais du coup. Hop, désolé. Petit souci direct. Euh, donc je vous disais, cette photo-là pour moi c'est une photo de 3 étoiles dans ma sélection et cette photo-là c'est une photo de 3 étoiles. D'accord? Donc ça veut dire que ces 2 photos-là je vais les trier. Mais ces 2-3 photos-là que j'ai fait en plus en bas, dans d'autres flags, en étant un peu plus zoomé, moins zoomé, etc. Ces photos-là, je les ai mis dans un premier temps, dans la première passe 3 étoiles, parce que c'était une photo qui est plutôt sympa, sur une scène où j'ai fait 10 photos, et j'ai sélectionné la meilleure des 10 photos. Mais ce n'est pas le moment où, quand j'ai 10 photos d'une scène et 10 photos d'une autre, je ne suis pas conditionné à ce moment-là pour être capable de comparer une scène avec l'autre. Je compare juste sur mes 10 photos laquelle est la mieux. Et ensuite, sur la passe suivante, justement, c'est ce que je fais, je reprends toutes mes photos 3 étoiles, et je me dis, tiens, en fait, finalement, ces 4-là, c'est la même scène, c'est à peu près la même chose. Si j'en imprime qu'une. Je ne vais pas imprimer les 4 ou je ne vais pas en imprimer 2. Donc, je ne vais en retenir qu'une pour la traiter vraiment en profondeur. Et donc, dans ce cas, je vais choisir la meilleure des 3. Et donc, la meilleure des 3, pour moi, à mes yeux, c'était, enfin, la meilleure des 4, c'était celle-là. OK? Et ça peut être à ce moment-là aussi où je peux mettre des fois 4 étoiles en me disant, là, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Voilà. Donc, on va passer à la retouche. OK? La façon dont je vais retoucher la photo, vraiment désolé hein, pour je vois qu'il y a eu plein de gens qui ont paniqué un peu. Donc, je vais vous la faire dans Lightroom. C'est assez simple, c'est ce que je fais généralement d'ailleurs. Je passe rarement dans Photoshop et de toute façon, je ne maîtrise pas très bien Photoshop pour rien vous cacher. Ça fait partie des domaines dans lesquels il faut que je progresse. Donc, on a cette photo qui est prise brute comme ça. Donc, vous voyez que brute, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est très très clair là et très saturé, très sombre devant. Là, on a beaucoup d'ombre ici en haut à droite. Il y a le ciel qui est bleu foncé à droite et bleu clair à gauche. Voilà, il y a des trucs un peu bizarres sur cette scène. La façon dont je procède, en fait, c'est que généralement, je commence par me demander qu'est-ce que mon cerveau a enregistré sur place. Sur place, c'était comment cette scène? Et quand on est sur place, surtout quand on a des forts contrastes comme ça, on voit beaucoup de détails dans les ombres, on voit beaucoup de détails dans les hautes lumières. C'est-à-dire que mécaniquement, notre œil, quand il regarde les hautes lumières, il va baisser l'exposition. Notre cerveau, en tout cas, va le faire. Et quand il regarde les ombres, il va augmenter l'exposition. D'ailleurs, notre pupille s'agrandit quand on regarde dans une zone sombre et elle se rétrécit quand on regarde dans une zone claire. C'est-à-dire que notre œil, mécaniquement, adapte l'exposition. Sauf que là, mon appareil photo, il n'a pas adapté. C'était qu'une seule ouverture de pupille, quelque part, pour toute la scène. Donc, c'est pour ça que souvent, en photo de paysage, quand on a des scènes contrastées comme ça, on commence généralement à récupérer dans les hautes lumières. Donc, vous voyez, si je baisse les hautes lumières ici, je vais récupérer quelque chose de plus naturel par rapport à ce que je voyais sur place. Et dans les ombres, souvent, on va récupérer aussi du détail. D'accord? On va récupérer du détail comme ça. Alors là, c'est assez extrême parce qu'en fait, je fais moins 100 plus 100. Alors que généralement, je fais rarement moins 100 plus 100, mais là, avec des lumières dures sur des scènes comme là-bas, c'était assez extrême. Donc voilà, la première chose que je fais généralement, c'est pas ça, c'est que souvent je gère plutôt l'exposition. Donc là, je vais
probablement baisser un petit peu. Je vais souvent la faire pour la zone claire, parce que comme j'expose à droite, souvent il y a une zone claire qui est assez intense. Et après, je vais pouvoir récupérer un peu de haute lumière et déboucher un peu des ombres. D'accord? Donc là, je débouche un petit peu les ombres, mais j'aime pas déboucher complètement les ombres et faire un truc qui a la même exposition qu'au-dessus. Il faut que ça reste naturel. Et naturellement, une ombre, bah, c'est un peu plus sombre qu'une partie claire. OK? Et c'est à peu près tout ce que je fais de manière globale sur la photo. Parce que surtout quand on a une zone d'ombre et une zone de lumière, on ne va pas du tout les traiter de la même manière. Donc j'espère que vous voyez les photos maintenant, parce que je ne vois plus de commentaires, mais j'espère que maintenant vous voyez. Mais comme il n'y a plus de commentaires qui s'affichent, je pense que c'est bon. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on va s'attaquer à la zone d'ombre pour le premier plan. Donc je vais faire un filtre gradué comme ça. Je le gradue toujours très fort pour que le gradient soit lisse. Et là, ce que je vais faire habituellement là-dedans, alors des fois j'ai peut-être besoin de remettre un petit peu d'exposition. Donc là, on va le faire, mais là, ça va ne toucher que les ombres du premier plan, pas les ombres qu'il y avait là-bas, par exemple. Ok, j'en remets un petit peu. Très souvent, dans une zone d'ombre, on a très peu de contraste. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'ajoute des blancs. Vous voyez un petit peu le punch, la patate que ça ramène tout de suite quand je mets des blancs dans la zone d'ombre. Ça reste une zone d'ombre, hein, mais ça met un peu de patate. Parfois, je peux mettre de la clarté pour remettre un peu plus de patate. Et là, ici, ça rend particulièrement bien parce qu'en fait, on a surtout des roches. Et les roches, on va augmenter leur texture avec la clarté. Donc là, je peux y aller. Mais par contre, si j'avais tous les buissons que j'ai là, si je les avais en premier plan, je ne mettrais pas de clarté parce que la clarté sur les buissons, ça fait que ça fait que du fouillis. Donc je vais mettre un petit peu de clarté comme ça. Et puis, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu compenser aussi sur la température de couleur, parce que naturellement, les ombres sont très bleues et les hautes lumières très, très jaunes, surtout au coucher du soleil. Et c'est pareil, notre œil compense, c'est quand notre œil regarde une zone d'ombre, on n'a pas l'impression que tout est bleu, on a l'impression de voir les couleurs dans l'ombre. Donc c'est pareil, je réchauffe souvent un petit peu la zone d'ombre pour que ça fasse plus naturel. D'accord? Je ne vais pas la faire aussi chaude comme ça que le haut, parce que là, du coup, c'est plus naturel. Il y a toujours ce petit contraste de couleur, mais léger et pas bleu contre orange, quoi. Donc voilà, je vais faire un truc comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de toucher à autre chose? A priori, pas trop dans cette zone-là. Pour l'instant, on est plutôt bien. Ensuite, on va s'attaquer à la partie du ciel, parce qu'elle me frustre un peu. Toute la partie droite, là, est assez sombre. Donc, on va se faire un grand filtre bien dégradé, comme ça. Et puis, je vais, pardon, monter un petit peu l'exposition, tout simplement, pour avoir un ciel un peu plus homogène. Or, c'est pas toujours parfaitement homogène tout de suite. Et là, ça rééclaire même le côté de l'image, qui est pas plus mal. Mais voilà, dans l'ensemble, on va faire un petit truc comme ça. Et ensuite, on va s'occuper justement de toute la partie haute. Donc, je fais mon filtre sur la partie haute. Hop là. Et sur la partie haute, eh ben ici, j'ai plusieurs problèmes. Mon ciel est un peu bleu. Je pourrais le rendre un peu plus bleu encore, ça, c'est pas de souci. Par contre, je trouve que c'est trop saturé ici, la roche. Alors, elle est orange et très saturée en vrai, hein, mais, mais, mais sur la photo, ça fait trop saturé. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà été photographier des tulipes aux Pays-Bas, mais il faut baisser la saturation de son RAW pour que ça fasse une couleur naturelle, entre guillemets. C'est très rare en photo de faire ça, mais voilà. Donc là, c'est un peu le cas. Donc, ce que je peux faire, je peux le compenser de différentes façons. Je peux baisser la saturation, un peu naturellement, mais là, je vais avoir un peu une différence. En fait, la couleur que j'ai en bas me plaît bien, la couleur que j'ai en haut me plaît moins bien. Baisser la saturation, c'est pas top. Par contre, je peux peut-être changer un petit peu la balance des blancs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça devient un petit peu plus. Vous voyez, c'est léger, hein, j'ai pas bougé beaucoup. Mais ça devient plus agréable à l'œil. Une autre option, c'est de baisser un peu le contraste aussi, qui fait que ça rend les couleurs plus acceptables. Et en fait, baisser le contraste, ce que ça va faire surtout, c'est que ça va enlever les blancs. Parce qu'en fait, l'impression de forte luminosité, c'est surtout les blancs qui les font. Si je rajoute des blancs, vous voyez un petit peu ce que ça fait, ça éblouit vraiment fort. Et enlever les blancs, le problème, c'est que ça baisse le contraste. Donc pour compenser un petit peu cette partie-là, souvent, je vais plutôt baisser un petit peu le contraste. Voilà, il y a plein de techniques. Je vais baisser un peu les hautes lumières pour récupérer un peu de détails dans le ciel, enfin un peu de bleu dans le ciel. Mais en gros, retrouver une couleur qui est plus agréable à l'œil. Et là, je peux me repermettre de saturer un peu. Je resature et ça me pète pas aux yeux. Et je vais refaire une saturation pour essayer que ça colle et que ça matche à peu près avec la saturation que j'avais en bas. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Donc voilà, et là on a fait l'essentiel. Après, on peut faire Alors si, il y a quand même quelques autres petits trucs. La texture, correction du voile, etc. Là, il n'y a pas de voile. La clarté, on l'a fait déjà sur le premier plan. Est-ce qu'on a intérêt à en mettre à l'arrière-plan? Pas vraiment. Je pense que c'était surtout intéressant au premier plan pour attirer l'œil. La texture, ça peut être intéressant d'en rajouter un petit peu sur la roche. Et là, autant au premier plan que l'arrière-plan, je pense que c'est bien. Je vais remettre un petit peu. Et puis, est-ce qu'on a besoin de compenser un peu quelques couleurs? Possiblement. La luminance ici sur les jaunes est encore forte. Sur les oranges, elle est bonne, mais sur les jaunes, elle est forte. Donc, je peux aller ici dans les jaunes et dire,
je baisse un peu ma luminance, voilà, pour faire quelque chose de plus naturel. Et souvent, une fois que j'ai fait tout ça, je me dis que la photo est des fois un peu trop sombre, et là c'est un peu le cas. Donc je vais augmenter un petit peu l'exposition globale de la photo. Et puis sur celle-là, je pense qu'un petit vignotage, ça peut le faire. Tiens, j'avais pas mis les corrections de mon objectif. Heureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis des fois, je mets un peu de vignotage, et ici, je pense que ça passe bien. Donc ça recrée un tout petit peu d'hétérogénéité dans le ciel, mais comme ça l'a créé de l'autre côté, ça fait un cadre assez bien. Donc voilà à peu près. Voilà, je vous l'ai fait rapidement, mais à peu près voilà comment je vais retoucher cette photo. Alors qu'au départ, hop, pour rappel, elle était comme ça. Ah, pardon, ça c'était, hop. Au départ, elle était comme ça. Et à la fin, je l'ai faite comme ça. Alors là, je l'ai faite rapidement, je l'ai faite vraiment en 5 minutes. Habituellement, je passe plus de temps. Et si je compare donc cette retouche-là avec celle que j'avais faite auparavant, vous voyez qu'il y a pas mal de différences quand même. Et je crois que je préfère celle que j'avais faite auparavant, même si elle est un peu moins saturée. Mais je crois que je préfère celle, notamment ici, j'ai pas assez de détails encore là-dedans. Vous voyez, je vous ai dit les grandes lignes, mais après, photo par photo, c'est toujours différent. Euh, Là, j'avais un peu mieux accentué les détails sur la roche là-bas, en fait. En fait, en gros, je préférerais la retouche que j'ai faite avant, à mon avis, avec un tout petit peu de saturation en plus, si je la refaisais aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est des choses qui évoluent dans le temps aussi. Et ça, c'est aussi un petit conseil que je peux vous donner, mais que beaucoup de photographes font, c'est de retoucher vos photos, de ne pas les publier tout de suite et revenir dessus le lendemain, revenir dessus une semaine après. Je connais même une photographe, enfin, je ne la connais pas personnellement, mais il y a une photographe américaine qui fait beaucoup de photos dans la vallée de la mort. Et elle, avant de publier sur les réseaux sociaux, généralement, elle laisse passer à peu près 6 mois sur sa photo. Et pendant ces 6 mois, tous les mois, elle va revenir, revoir sa photo, recorriger quelques trucs, etc. Donc voilà. Écoutez, on est déjà à 19h30, donc on a fini l'heure et demie. Je vais regarder s'il y a deux, trois petites questions, si j'ai l'autorisation par la gentille équipe de BenQ. Et puis je pense qu'après, on va terminer ça. Donc la seule partie qu'on n'a pas montrée, mais qui n'est pas forcément passionnante, c'est la partie d'export des photos. Et là, on va les exporter différemment selon que c'est pour les réseaux sociaux, pour votre écran, pour une projection, pour faire un livre, pour faire un tirage. Tout ça, on va faire des paramètres un petit peu différents, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc je regarde juste rapidement. Pourquoi vous faites les photos plus à droite, l'exposition à droite? Alors c'est un petit peu technique, c'est simplement que ça permet d'avoir un maximum de détails dans les ombres, parce qu'en fait c'est dans les ombres où ça va générer du bruit. Quand on va récupérer du détail dans les ombres, ça va créer du bruit numérique dedans, du petit grain. Et donc l'idée d'exposer à droite, c'est qu'on surexpose la photo au maximum pour que rien ne soit cramé. Et du coup, quand on récupérera du détail dans les ombres, on aura un minimum de bruit. Si vous ne maîtrisez pas, ne vous embêtez pas avec ça. Mais ça, voilà, ça permet de optimiser encore la qualité, le rendu de la qualité de la photo. Du coup, on pourrait perdre le côté naturel de notre photo en la retouchant. Bah, en l'occurrence, non, puisque c'est plutôt l'inverse. Moi, j'essaie toujours de rendre à la photo ce que j'ai vu avec mes yeux, ce que j'ai interprété avec mon cerveau sur place. Mais là, la photo brute, telle que je vous l'ai montrée, hop, la photo brute, là, celle-là, n'est pas du tout naturelle. Sur place, il n'y a personne qui a vu cette scène-là, à part le capteur de mon appareil photo, en gros. Donc non, l'idée, c'est de rendre son naturel. Après, il y a des gens qui, dans la retouche, se laissent aller à des retouches vraiment super extrêmes et qui vont faire des trucs euh, voilà, qui deviennent quasiment, on va dire, des œuvres d'art et qui sont plus du tout de la retouche photo en tant que telle. Moi, j'aime bien essayer de coller à une certaine réalité qui est la mienne, c'est-à-dire reproduire ce que j'ai vu sur place, qui m'a plu sur place et ce que j'ai retenu comme sensation, comme émotion, on va dire, sur le moment. Utilises-tu plusieurs logiciels de retouche pour une image? Du coup, si oui, en quel format enregistres-tu la photo pour aller de l'un à l'autre? TIFF, PSD. Oui, ça m'arrive des fois de faire l'aller-retour avec Photoshop, notamment pour retirer des objets ou des choses qui sont, euh, qui sont difficiles à retirer. On peut retirer des objets ou des personnes ici. On a une petite fonction pour ça dans Lightroom, mais elle n'est pas parfaite et ça marche beaucoup mieux dans Photoshop. Donc des fois, je fais aller-retour dans Photoshop pour ça. Après, il y a des techniques pour les photographes de paysage comme euh, comment ça s'appelle, l'effet Horton, qui permet d'apporter de la douceur, notamment sur les scènes de forêt ou les choses comme ça, qui ne peuvent être fait que dans Photoshop en tout cas aujourd'hui. Voilà, il y a des petits cas spécifiques, mais j'essaye au minimum d'y aller parce que c'est lourd et j'aime pas l'interface, mais des fois il faut le faire. Donc c'est plutôt ça, Photoshop. Après j'en ai essayé pas mal d'autres, des logiciels. DxO, le logiciel de DxO, Photolab est très bien, mais très pointu. On peut faire des trucs beaucoup plus précis encore que dans Lightroom. Et puis sinon, il y a Luminar aussi qui est assez connu et qui là, lui, a l'opposé inverse. Tout est très simplifié, mais on a
peu de maîtrise, on va dire, sur le détail, la finesse de chaque photo. Donc des fois, par exemple, sur mes photos que je retouche automatiquement, je les envoie dans Luminar et c'est Luminar qui les retouche automatiquement parce que je trouve que la retouche automatique de Luminar est meilleure que celle de Lightroom. Mais pour les photos sur lesquelles je passe du temps, mes photos 3 étoiles ou 4 étoiles, je reste dans Lightroom ou Photoshop aujourd'hui. Après, voilà, j'ai beaucoup de logiciels, mais aussi parce que j'ai de la chance qu'ils me les aient envoyés dans le cadre de ma chaîne YouTube, donc je les ai pas tous achetés. Lightroom et Photoshop, je les paye. Ça, ils les envoient pas gratos, ceux-là. Moi, je préfère celle d'aujourd'hui qui me paraît plus naturelle. Bah, c'est ça, en fait. Il y a aussi des perceptions différentes. Il y a pas de souci. En fait, l'autre, elle est un peu plus froide, je trouve, dans le global. Mais ouais, les deux sont bien. Il y a pas de bonne, en fait. Il n'y a pas de bonne solution. Euh, Salut Yves, qui dit merci Sylvain. Et la géologie dans tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Yves, il a une chaîne YouTube sur la géologie. Et donc, du coup, il apprécie aussi la photographie. Donc, c'est toujours intéressant de mixer les deux. Et là-bas, en termes de géologie, il y a des trucs super, super intéressants. Euh, un peintre photographe, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Comment tu fais pour que l'arche se voit nettement dans la flaque d'eau? Alors, pour qu'il se voit nettement dans la flaque d'eau, tu mets pas de filtre polarisant. Ou alors, tu le polarises au minimum. Mais là, il n'y a pas besoin de polarisant à cette heure-là. Et puis l'idée ensuite, c'est de se baisser, de se remettre exactement au bon endroit, pile au bon endroit pour que le reflet soit parfait. Là, il n'y avait pas de vent, c'est une toute petite flaque, et donc le reflet était exactement comme ça. Tu vois sur la photo de départ, hop, le reflet était déjà très très visible, c'était déjà très net. Encore une ou deux petites questions, et puis après on s'arrêtera là. C'est très intéressant, merci beaucoup. Je vais retourner au creux du vent suite à tous ces conseils. Oh oui, le creux du vent, c'est beau aussi ça. Merci pour ce partage. Ah oui, on voit pas les photos, je les ai enlevées. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous remonte les deux. Hop, allez, une dernière fois. J'ai pas, désolé, vraiment, j'ai pas toujours l'habitude de cette interface. Donc en gros, la nouvelle retouche est comme ça. Voilà. Assez chaude, assez saturée finalement en haut. Maintenant que j'y retombe dessus, ça me paraît un peu trop saturé. Et l'ancienne était comme ça, avec un vignotage un peu plus prononcé et surtout une tonalité un peu plus froide dans l'ensemble. On est moins sur des tons orangés sur la roche, on est plus sur le rose marron un petit peu. Et là, on est à fond dans le orange. Voilà, mais c'est des traitements juste, c'est des traitements différents, mais il n'y a pas de bonne solution, ça dépend de ce que vous voulez faire tout simplement. Et donc le RAW, la photo de départ était comme ça. Et c'est là où je vous disais que ça représente pas la réalité de ce qu'on voit avec nos yeux, quoi. Voilà. Est-ce que tu utilises Topaz Labs? Non, j'ai pas testé encore Topaz Labs, mais j'ai pas tellement de problème de netteté et de bruit dans l'ensemble, donc voilà. Le HDR, ça peut servir. Ça peut servir sur le, en fait, pas forcément pour faire un effet HDR avec des ombres qui ressemblent pas à des ombres et des hautes lumières qui ressemblent pas à des hautes lumières, mais quand on a justement, quand on n'arrive pas en une seule photo avec une exposition à droite à ne pas cramer les blancs ou à ne pas boucher les ombres, là il faut faire du HDR, c'est-à-dire que tu vas faire 3 photos avec des expositions différentes et les combiner ensuite. Mais le HDR pose des problèmes supplémentaires, s'il y a du mouvement dans la photo, ça va poser des soucis d'assemblage, enfin voilà, donc j'évite au maximum. Et là, par exemple, je faisais régulièrement des HDR avec mon Canon EOS 70D parce qu'il y avait besoin, parce que le capteur avait du mal à capter toutes les hautes lumières jusqu'aux ombres. Avec mon Sony, j'en fais quasiment plus jamais. Parce que le Sony est capable à une plage dynamique, ce qu'on appelle une plage dynamique, il est capable de détecter des informations sur un beaucoup plus large spectre de luminosité. Pardon pour le coup dans le micro. Et du coup, je fais quasiment plus de HDR. Euh, Quel logiciel photo pour débuter? Si tu as un petit budget, moi je te conseille, comment ça s'appelle? Zut, je l'ai plus. Ah, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Photo Director. Photo Director, c'est un petit logiciel qui paye pas de mine. Il doit coûter 40 € en promo, un truc comme ça, à vie. Du coup, c'est pas un abonnement mensuel comme Lightroom. Et en fait, le gros avantage de Photo Director, c'est que c'est une copie quasi conforme de Lightroom. Alors, peut-être quelques fonctionnalités en moins, mais en fait, l'avantage, c'est que tu apprends à retoucher tes photos avec les mêmes termes, les mêmes curseurs, la même interface que Lightroom. Comme ça, si jamais un jour tu te dis que tu veux t'investir plus dans la photo et passer plus de temps, tu peux passer à Lightroom et tu ne seras pas dépaysé. Donc, c'est pour ça que j'aime bien recommander celui-là. En problématique, alors, en fait, la problématique, c'est d'avoir un écran bien calibré, colorimétriquement parlant. Alors, la calibration de l'écran, c'est, je pense, très important, effectivement. Euh, je retouchais par exemple beaucoup mes photos sur un portable avant, et quand je suis passé sur ces écrans BenQ, là, quand je les ai vus sur ces écrans, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je faisais avant?
Parce que alors, un écran calibré et un écran qui est capable d'afficher les couleurs correctement aussi. Et c'est là où les écrans photo, alors désolé, hein, je fais un peu la pub de BenQ, mais c'est pas prévu, mais c'est le cas ici. Les écrans photo du même type que ceux-là sont justement faits pour reproduire fidèlement les couleurs d'une photographie. Après, il faut le calibrer, évidemment, mais une fois que c'est calibré, vous pouvez être sûr que le orange que je vois là, c'est le réel orange. Et si je le fais imprimer chez un imprimeur, alors après, les imprimeurs aussi ont besoin de faire des calibrations sur leurs imprimantes, etc. Mais sur une imprimante correctement calibrée, j'ai les mêmes teintes de orange sur ce genre de photos-là. Les photos que j'ai derrière moi, je les ai comparées sur l'écran et sur le tirage, et c'est le même type de couleur. Alors que sur un écran de portable, même si vous calibrez l'écran de votre ordinateur portable, il y a des couleurs qui ne s'affichent pas, il y a des tonalités qui sont différentes, voilà, c'est compliqué, c'est plus difficile. Après, si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est pas très grave, très franchement, d'avoir un écran calibré et tout ça. C'est vraiment pour moi le vrai intérêt de l'écran calibré, c'est dès le moment où vous avez commencé à faire des tirages. Parce qu'un tirage, ça coûte une somme, et puis on va l'afficher chez soi. Et c'est quand même dommage de passer tout ce temps dans un logiciel de traitement photo pour vraiment mettre les couleurs au poil de fesse près, etc. Et d'avoir des couleurs différentes sur le tirage qu'on a fait faire. Même si la plupart des gens de votre entourage ne vont pas tellement voir la différence. Après, si vous faites une expo, ça va être important. Et après, surtout pour vous. Moi, c'est pour moi, en fait. Je peux montrer un tirage qui n'est pas très bien calibré, où les couleurs sont pas très belles. Mes proches vont pas faire la différence, mais moi, je vais passer devant à chaque fois et je vais me dire, c'est dommage quand même. Donc voilà un petit peu l'intérêt. Je suis météorologue de formation en géologie à l'origine et photographe amateur. Ah ouais. HDR, ça dépend de la perception de chaque personne, exactement. Merci pour ce webinaire, très bien, avec plaisir, Ariane. J'ai découvert MPR il y a quelques temps, je regarde toutes les vidéos depuis le début. Oh là, ouais, dis bon, t'es courageux parce qu'il y en a un paquet. Merci pour ce webinaire, j'apprends toujours grâce à BenQ et les photographes invités. En effet, ouais, et vraiment, je pense on pourrait même dire tous un petit merci à BenQ quand même, parce que c'est assez rare des marques euh, qui soutiennent la photographie. C'est-à-dire que BenQ pourrait faire, entre guillemets, avec les sous qu'il me donne pour faire ce webinaire, il pourrait faire de la pub sur les réseaux sociaux pour essayer de vendre plus d'écrans, ou il pourrait faire des vidéos sponsors. Alors ils en font de temps en temps, j'en ai fait aussi, mais il pourrait faire plus de vidéos sponsors partout, etc. Et je trouve que organiser des webinaires comme ça, c'est juste montrer qu'ils sont passionnés de l'image comme nous. Ils ne demandent pas grand-chose en retour, en gros. Hein, je vous ai dit, ils vont vous envoyer un email ou deux avec une petite promo, c'est tout. Ils veulent juste participer à la communauté des photographes, et je trouve ça chouette. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est une bonne initiative. Moi, ça me plaît en tout cas de faire des webinaires dans ces conditions-là. Euh, une question personnelle, vivez-vous de la photo? Non, je l'ai dit au tout début, je ne vis pas de la photo aujourd'hui. Alors, j'accompagne des stages photo, je fais des stages et des voyages photo avec l'agence voyagephoto.com, si jamais ça vous intéresse. Mais je ne vis pas de la photo aujourd'hui, je ne vends pas mes tirages, je ne fais pas d'expo, je crois qu'il y avait une question aussi là-dessus. Euh, J'aimerais bien un jour faire une expo, mais en fait, il faut déjà que je rattrape tout mon retard et ensuite que j'essaie de trouver une série de photos cohérentes dans tout ce que j'ai fait. Il y a des points communs, on va dire, aux photos que j'aime faire avec le temps. Donc, je sais que je vais trouver des séries cohérentes, mais il faut déjà que je rattrape mon retard dans la retouche et peut-être réfléchir à comment on pourrait faire une petite expo. Mais voilà, j'ai pas du tout l'envie. C'est pas quelque chose qui me motive d'être dans l'art ou quelque chose comme ça. Donc, je préfère rester un amateur éclairé, on va dire. Mais effectivement, j'ai un petit peu de revenus de la photo par les stages et les voyages photos et un petit peu par le biais de la chaîne YouTube aussi. Voilà, et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, merci, merci, merci. Merci pour vos merci pour BenQ, c'est très sympa. Et puis pour vos merci envers moi aussi, ça fait très plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si vous regardez le replay, ben, très content pour vous aussi. Et puis voilà, on va arrêter là, je pense. Je vous dis à très bientôt. On a un tout petit peu dépassé 10 minutes, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Et puis à bientôt. Et puis à bientôt sur mon petit réflexe ou sur les prochains webinaires BenQ si vous êtes abonné au webinaire BenQ. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Je reste un peu pour voir les commentaires. Du coup, j'envoie le petit message aux équipes de BenQ. Si vous voulez arrêter la présentation, vous pouvez le faire. Parce que je ne sais pas trop s'il faut arrêter l'enregistrement d'abord ou la présentation d'abord, ou tout quitter en bloc comme ça.
Ah, je crois que j'ai un petit message dans le chat. Tu peux fermer si tu veux. Très bien. Bon, bah écoutez, je ferme. Salut!